Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Quoi de neuf docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Merci d'avoir été si nombreux à avoir écouté la première émission. Avant de commencer avec nos deux invités, nous vous recommandons de vous abonner sur Spotify, Deezer ou sur les autres plateformes numériques. Quoi de neuf docteur cherche à valoriser des parcours de docteurs, de doctorants, de doctorantes, de passionnés passionnants qui souhaitent parler de leur parcours, de leur recherche, mais de manière différente. Et comme disait Milan Kundera, et si l'histoire plaisantait, nous vous proposons de ne pas prendre l'histoire trop au sérieux, mais au contraire de lui donner une bonne dose de rigolade, de blagues, de fun facts. Ainsi, nous nous retrouvons tous les mois sur les ondes de RCF et sur toutes les plateformes de podcast pour en apprendre plus, pour rigoler plus. Quoi de neuf docteur, présenté par Pierre Sertoff. Et pour animer ce podcast, je ne suis pas tout seul, puisque Pierre Suer, qui avait animé durant cet été la série d'émissions Les Grands Noms de l'Histoire, m'accompagne à chaque émission. Pierre est en somme un peu notre invité VIP, puisqu'il ne connaît pas les réponses à nos jeux et vient seulement pour faire des blagues. Bonjour Pierre, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Pierre, ça va très bien. Je vais t'appeler docteur par commodité, puisque encore une fois c'est compliqué, Pierre et Pierre. Merci. Aujourd'hui, nous recevons deux invités au parcours inspirant et particulièrement engagés pour rendre l'histoire plus accessible pour le plus grand nombre. Pour commencer, elle vient depuis les montagnes Vosges. Il y a une particulièrement dynamique sur les réseaux sociaux où elle parle souvent d'histoire grecque et de représentation de la Grèce antique. C'est Sophie Larribey-Glodel, docteur en histoire grecque et professeure au lycée Claude Gelée d'Épinal. Tu sors du train depuis Metz, seulement pour Quoi de neuf docteur. Comment vas-tu, Sophie ? Ça va. Merci. Néo-nancéenne, elle aurait pu descendre des montagnes puisqu'elle connaît particulièrement bien le Kilimandjaro pour avoir fait une thèse sur ses représentations. Elle anime les célèbres mercredis du Crul à la faculté de lettres de Nancy. C'est Delphine Froment, docteur en histoire contemporaine et maîtresse de conférences à l'université de Lorraine. Comment vas-tu, Delphine ? Ça va, merci. Vous êtes toutes les deux docteur E. Avec un E, ouais. Mais c'est malheureusement votre seul point commun puisque vos thèses d'histoire contemporaine et d'histoire antique sont très différentes. Or, un bon apéro entre amis commence toujours avec un cocktail fait maison. Pierre vous propose ainsi son cocktail d'entrée, est-ce que ça vous va ? Oui. Eh ben allez, je vous propose un petit cocktail. Delphine Froment, Sophie Larribey-Glodel, vous ne le savez peut-être pas, mais vos sujets de recherche sont particulièrement proches l'un de l'autre. En effet, pour Sophie, le sujet de thèse portait sur des enfants et des dieux dans l'Antiquité grecque, alors que pour Delphine, la thèse portait sur le Kilimandjaro et ses représentations au XIXe siècle. A priori, aucun lien. On est à des époques très différentes, dans des aires géographiques bien distinctes, la Grèce et l'Afrique de l'Est, et dans des thématiques pas du tout liées sur le papier. Et pourtant, dès qu'on se penche un peu sur le sujet, c'est une évidence. J'ai trouvé que des points communs. Resituons un petit peu les choses. Le Kilimandjaro, c'est le point culminant de l'Afrique, une montagne située aux confins de la Tanzanie, à la frontière avec le Kenya. Et pourquoi est connu le Kenya ? Évidemment, pour ses coureuses et ses coureurs de fond, ces courses de longue distance, aussi appelées des marathons. Et oui, marathon, en référence à un fait historique bien connu, la bataille de Marathon, c'est logique. La bataille de Marathon, lors de la première guerre médique de 490 avant notre ère, qui voit s'opposer les Grecs et les Perses. Lors de cette bataille, un épisode reste célèbre, c'est ce messager Philippides qui court tant qu'il peut pour prévenir les Athéniens de la victoire et bat le record du monde du 40 km entre les villes de Marathon et d'Athènes, record du monde qui est détenu depuis l'an dernier par Kelvin Kiptoum, un Kényan. Et oui, un Kényan qui a passé son enfance dans un petit village à quelques kilomètres des pentes du Kilimandjaro. Jeune garçon, il gardait le bétail de sa famille, a commencé à suivre d'autres coureurs le long des sentiers forestiers, et alors qu'il est âgé de 13 ans et qu'il joue avec des jouets que l'on connaît fort heureusement grâce à des épigrammes, Kelvin Kiptoum a une révélation fortement imprégnée de ses pratiques rituelles qui changent le cours de sa vie. Non, ce n'est pas l'histoire de Jeanne d'Arc que j'essaye d'évoquer subrepticement ici, puisqu'on parle toujours de Kelvin Kiptoum, qui se décide à devenir coureur professionnel et qui va progressivement battre tous les records jusqu'au marathon de Chicago en octobre 2023. Tous les records, non, puisque si on se fie à Hérodote, historien de l'ère classique grecque, Philippides a fait un peu plus de 40 km puisqu'il aurait rallié non pas la distance marathon-Athènes, mais Sparte-Athènes, soit environ 250 km en 36 heures. Alors vous vous demandez peut-être, la vitesse moyenne de Kelvin Kiptoum sur son record du marathon, c'est une vitesse moyenne de 21 km/h, tandis que Philippides sur son Sparte-Athènes, 36 heures, 250 km, ça fait plutôt du 6,5 km/h. Oui, mais 6 fois
plus de distance quand même. Donc en fait, finalement, on n'est pas si mal. Mais je me perds peut-être un petit peu avec les calculs de vitesse. Il faut revenir au cœur de la démonstration. Je pourrais évoquer le fait que le Kilimandjaro est composé de 3 volcans de rift, c'est-à-dire dans une région de fossé d'effondrement, comme le golfe de Corinthe. Corinthe, qui est l'une des rares grandes cités grecques de l'Antiquité à n'avoir jamais développé de politique impérialiste. Et l'impérialisme va être une dimension très importante de l'histoire de la politique de la région autour du Kilimandjaro au XIXe siècle. Mais avant cela, un navigateur espagnol du nom de Martín Fernández de Enciso publie au début du XVIe siècle une cartographie du monde connu et évoque un mont à l'ouest de Mombasa qu'il nomme l'Olympe d'Éthiopie. L'Olympe, ça ne s'invente pas quand même. J'allais te le suggérer si tu disais pas. Et donc, ça s'invente pas. On retrouve cette idée que la montagne est vue comme le pays des dieux, mais du polythéisme des plusieurs dieux au monothéisme, on bascule à la fin du XIXe siècle, justement lorsqu'il y a d'importantes missions religieuses d'évangélisation qui sont menées par les catholiques et les protestants sous fond de tensions coloniales entre l'Empire allemand et l'Empire britannique, des tensions qu'on retrouve par ailleurs à la même période sur leurs instituts archéologiques à Athènes. Mais quiconque a déjà vu un Indiana Jones peut imaginer l'ambiance. Indiana Jones, qui d'ailleurs spécialiste de grec ancien, professeur d'archéologie à Delphes dans les années 1920, mais avant cela, il combat lors de la Première Guerre mondiale en décembre 1916 en Afrique orientale allemande entre le lac Victoria et le Kilimandjaro, évidemment, vous aurez deviné. Et je vais m'arrêter là en espérant vous avoir convaincu que vos sujets de recherche respectifs sont en réalité très imbriqués l'un avec l'autre. Merci beaucoup Pierre. Est-ce que vous êtes convaincu ? Ah mais totalement, mais si t'avais pas mentionné l'Olympe, je te l'aurais dit. D'ailleurs, je rajouterais que les explorateurs n'arrêtaient pas de dire ah mais le Kilimandjaro c'est vraiment l'Olympe. D'ailleurs, il est constamment caché par les nuages, comme l'Olympe. Pour quelle raison ? Parce que c'est la demeure des dieux et quand ils se retrouvent, ils se font entourer de nuages. Enfin, je pense que tu valideras l'anecdote. Mais on était convaincus déjà bien avant que le sujet était en fait très très proche Ah ouais. Et pour Indiana Jones, je savais pas, merci. Ouais, Indiana Jones, il y a la série Young Indiana Jones, les aventures du jeune Indiana Jones, où effectivement t'as des épisodes, il fait la bataille de Verdun, et ensuite il se retrouve en Afrique orientale allemande, et puis il y a tout son régiment qui tombe malade, etc. La série du coup qui date des années 90, qui est vraiment intéressante. T'as une palanquée de stars là-dedans, enfin dans la série du jeune Indiana Jones. Puis après il y a les films, et puis il y a tout l'univers. Merci beaucoup Sophie, je crois que t'étais pas d'accord à un moment donné, t'as fait une grimace. Pardon, non, je suis très expressive, c'est pas du tout radiophonique. Un fact, pas forcément fun, sur Hérodote, l'histoire de Philippides. On a aussi d'autres textes en fait qui parlent de la distance Athènes-Marathon, et donc chez Hérodote c'est Athènes-Sparte. Là ce serait un hémérodrome, et il me semble que dans les années 70, un athlète grec, si je ne me trompe pas, l'a tenté et est parvenu effectivement en moins de 36 heures à faire Athènes-Sparte, et c'est tout à fait humainement faisable. C'est faisable, ouais. Donc, Mais, pour occuper vos prochaines vacances. Mais du coup, j'ai fait les recherches un peu sur Kelvin Kiptoum, et ce monsieur malheureusement est décédé dans un accident de voiture. J'ai pas mentionné. Oui, donc le recordman du monde actuellement, voilà, est décédé dans un accident de voiture. C'était juste. Eh bien, merci pour l'ambiance de début d'émission. Non, mais c'est juste pour dire que c'était un jeune homme qui avait 25-26 ans. D'accord. Et qui, voilà, le recordman du marathon, malheureusement, a trouvé la mort dans un accident de voiture. Il aurait pu continuer à battre les records. Mais voilà. Bon, bref, j'ai cassé l'ambiance. Je suis désolé. Tout à fait. Quoi de neuf, docteur ? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Nous sommes toujours sur Quoi de neuf Docteur avec Sophie Larrey-Biglodel et Delphine Froment. Je vous propose qu'on commence notre jeu de fun fact. Alors, c'est quoi un fun fact ? C'est un événement qui est plutôt fun, qui est plutôt fact. C'est le fun On peut fact. dire que c'est un fun fact, qui peut être historique, qui peut être géographique, un fait divers de la presse locale. On épluche vraiment toute la presse locale entre chaque émission. Et pour le trouver, c'est très simple. Vous posez des questions, je vous donne des indices, vous pouvez dire je donne ma langue au chat. Je pense que vous allez toujours réussir à trouver. Bien entendu, depuis chez vous, vous pouvez aussi jouer en famille, jouer avec des amis. À vos marques, prêts, partez. Pour information, Pierre n'a pas non plus les réponses à ces questions ni aux petits jeux additionnels. Et nous partons donc pour la première question. Une question plus sur le sujet de Delphine, mais je pense qu'en tant que professeur d'histoire-géographie, tu as dû déjà aussi enseigner ça, Sophie. Combien de pays n'ont jamais été envahis par la Grande-Bretagne dans le monde ? Combien il y a de pays dans le monde ? Déjà, la première question, c'est combien il y a de pays dans le monde ? On dit environ 200 pays, 200 pays. à peu près. Et faut essayer de trouver ce chiffre-là. Non, Alors, on n'a jamais été envahis. On est à la radio, mais depuis que j'ai posé cette question, Delphine est sur un arrêt sur l'image. N'hésitez pas à donner des chiffres. C'est entre 1 et 200.
Voilà, Ouais. on parle des États indépendants aujourd'hui. Typiquement, le Sénégal, on considère ça ou pas? On parle de zone. C'est pas non plus hyper précis. Non, mais ouais, c'est pour essayer d'imaginer. On parle de Si on zone parle des États géographique. aujourd'hui. Et en effet, par exemple, la France a été envahie à un moment donné par la Grande-Bretagne. Ah bon? Quand? Alors à plusieurs reprises. Plusieurs reprises? Ça me dit rien. Notamment à l'époque médiévale, mais moi je suis contemporaniste, D'accord. donc depuis la Révolution, ça va. Moi, j'ai jamais souvenir qu'on soit en La guerre guerre avec de les 100 Anglais. ans. Guerre de 100 ans? Non, ça me dit rien. C'est-à-dire Je connais pas. Bon, donc combien de pays à votre avis? Un chiffre, on essaye entre 1 et 200. J'ai envie de dire 47. Ce n'est pas 47. Pas 47. N'hésitez pas, il n'y a pas de... Alors, ce qui me rassure, c'est que Delphine sèche aussi. Ouais. Allez, Une quarantaine. j'ai Moins. 30. Moins de 30. Ah, ok. Alors, Ouais, dis donc. Hein. 24. On se rapproche, on n'est pas loin. Vers le... Non, Ouais, 18. entre les deux. 21. Là, c'est très très chaud. 22. On 20. est sur, en effet, 22 pays. Est-ce que vous en connaissez certains, potentiellement? Je sais pas, des régions où il serait jamais allé. Je dirais l'Amérique latine. Enfin, Alors, on va essayer de trouver des noms de pays, quand même. Pardon. Le Congo, la République démocratique du Congo. Eh ben, oui. République démocratique du Congo, en effet. Il y a aussi des plus petits États, hein, type Andorre, Monaco, La Le Suisse. Liechtenstein. Liechtenstein. La Suisse ou pas? La Suisse ne fait pas partie non plus. Fameuse guerre anglo-suisse que tout le monde connaît. Est-ce Ouais. que tu comptes comme invasion, on peut discuter du mot, les débarquements anglo-américains en Afrique du En Nord? Afrique du Nord, ouais, par exemple. Présence militaire. Si c'est Ouais, présence qu'ils militaire, apparaissent, est-ce que c'est C'est en intégré effet dans... une présence militaire. Ok, donc Je vais vous les donner, écoutez, on va avancer. Andorre, la Biélorussie aussi ne fait pas partie, la Ouais. Bolivie, donc on parlait de Bolivie, ouais. l'Amérique du Sud, le Burundi, la République centrafrique, le Tchad, République du Congo, Guatemala, Côte d'Ivoire, Kyrgyzstan, le Liechtenstein, le Monaco, le Luxembourg, hein, nos voisins luxembourgeois. On a un auditeur du Luxembourg sur nos statistiques, on le salue. On l'embrasse. Le Mali, l'île Marshall, la Mongolie, Paraguay, Sao Tomé, la Suède, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et bien entendu le Vatican. La Suède, ça me semble improbable. Enfin, qu'il n'y ait jamais eu de conflit entre l'Angleterre et la Suède. Je sais pas, Et ben, chez vous, marrant. si vous souhaitez faire des recherches, n'hésitez Non, pas mais à confirmer je ou te crois, je déconfirmer. crois tes sources absolument fiables de recherche de fun fact. Mais ouais, ça me paraît improbable, parce que c'est quand même des puissances assez importantes, les deux, quoi, même. Donc voilà, les 22 pays qui n'ont jamais été envahis. Et donc à chaque question, on va vous poser une petite question sur vos recherches. Et là, on parlait des recherches donc de Delphine sur la colonisation, mais globalement, à quel moment on choisit de faire votre sujet de recherche? Donc déjà, peut-être, vous pouvez le rappeler un peu plus précisément, mais à quel moment vous vous êtes dit, tiens, j'ai un attrait rien que pour l'époque ou la région, c'est-à-dire l'histoire grecque, le Kilimandjaro, mais aussi pour plus particulièrement la précision. Comment ça se fait qu'on étudie ces sujets-là? c'est assez compliqué parce que tu veux qu'on remonte jusqu'où Bah, je sais pas, au master ou même plus Après loin. le Big Bang, hein. on va aller après le Big après Bang. Big Bang. Comment est-ce qu'on choisit d'aller en thèse ou comment est-ce qu'on choisit vraiment son sujet? Comment on choisit son sujet sur lequel on va étudier, passer plusieurs années, voire des décennies? Alors moi, je pars de mon expérience personnelle. C'est ça. En fait, en master, je suis allée vers ce qui, de prime abord, ne m'intéressait pas. C'est-à-dire? En master, donc j'ai fait un master en archéologie et j'aurais voulu travailler sur les rites funéraires. Ok. Et j'ai rencontré une chercheuse qui m'a dit, bah écoute, c'est super intéressant, mais il y a déjà eu beaucoup de choses. On peut peut-être essayer d'envisager voilà, la question des rites et des rites de passage autrement. Et puis, on s'est dit, bah finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de la fin que le début? Et je me suis lancée dans les rites de naissance, sachant que à 20 et quelques ans, 21 ans, c'était vraiment un monde parallèle pour moi. L'enfance, j'en étais pas très loin de la mienne, mais suffisamment loin pour m'en désintéresser relativement. Et puis alors surtout la toute petite enfance et le moment de la naissance, donc j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont été très utiles d'ailleurs pour moi-même. Pour adapter du coup à ta vie de mère, voilà, des donc, recettes de la Grèce alors là, antique. c'est la Mésopotamie. Ah. Mais voilà, donc j'ai choisi comme ça en fait quelque chose qui de prime abord me parlait pas forcément, justement parce que ça me parlait pas forcément. Et
Et c'est souvent là qu'on apprend des choses, en fait. Et c'est un conseil que je peux donner. On peut très bien travailler sur quelque chose qui nous révolte. Je vois. Voilà. Ou alors, je dis pas que la naissance me révoltait, mais vous voyez l'idée. Le principe de Le naissance. principe. Donc, je suis partie c'est peut-être clivant, comme... Je suis partie en Mésopotamie en master, et puis pour la thèse, bien malheureusement, j'ai commencé ma thèse à un moment où c'était assez compliqué dans cette région, et mes revenus. Ça fait une centaine d'années. Ouais, alors disons on va dire que c'est de manière c'est en dents de scie. Voilà, en dents de scie. Et là, ça l'était particulièrement. Donc, je voulais travailler sur la Grèce et la Mésopotamie. Et puis, finalement, j'ai traversé pour de bon la mer Égée vers l'ouest et je me suis réinstallée en Grèce, toujours sur cette question de l'enfance, parce que je me suis rendu compte justement que c'était des sujets qui étaient pensés comme des petits sujets mignons, rigolos, etc. Alors que absolument pas. Et on a vu les points communs entre les travaux de Delphine et les miens. Mais en fait, l'enfance est à la conjonction de tout. Et ce qui est formidable avec un sujet sur l'enfance, c'est que un sujet sur la mort, alors on va continuer dans les fun facts pas super fun, mais je ne l'apprends à personne. La mort, personne n'y échappe, d'ailleurs. Premier contexte, Gilgamesh, on est sur RCF, donc est-ce qu'on peut dire que on y échappe d'une certaine façon? Le moment de la mort, résurrection, où que l'on aille après, le moment de la mort, voilà. En revanche, en tout cas, tout humain. En revanche, le moment et la mort, une fois qu'on l'a expérimenté, malheureusement, on peut plus en parler. Voilà, bon, peut-être, mais on a du mal à les interviewer. En revanche, la naissance, mais surtout l'enfance. Autour de cette table, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Nous avons tous été un enfant un jour. C'est une expérience qui est universellement partagée. Tout à fait. Voilà, et parfois les gens le réalisent quand on le dit, en fait. Ah oui, en fait, tout le monde a été un enfant un jour. D'accord. Donc c'est un sujet partagé, c'est pas un sujet anecdotique, c'est pas un petit sujet. Certes, on traite de petits individus, mais des petits individus qui devraient avoir toute leur place dans les mondes anciens, dans l'histoire et dans notre société. Plus difficile à trouver dans les sources aussi, j'imagine, qui vont pas écrire, qui vont pas produire quand ils ont de 0 à 1 an. Alors effectivement, les tout petits bébés, mais ils sont là. Il faut juste apprendre à les chercher. En fait, c'est un très bel article de Véronique Dazen intitulé Chercher l'enfant. Alors c'est vraiment chercher les enfants, parce que c'est les garçons comme les petites filles. Et maintenant, on en est à se demander qu'est-ce qu'ils font. Et on leur reconnaît cette capacité d'action. Okay. Et toi Delphine, alors comment on en vient à parler du Kilimandjaro? Sauf erreur de ma part, tu n'as pas d'origine africaine. Non, effectivement. En revanche, j'ai des origines allemandes et ça a un peu joué en fait. Enfin, ça a même totalement joué. Dès le début du master, je me suis rapidement dit que je voulais travailler sur l'histoire de l'Allemagne. Et c'est par ce biais-là, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'Indiana Jones, la guerre en Afrique orientale allemande, etc., qu'en fait je suis arrivée par Indiana Jones. Encore que Indiana Jones était aussi un de mes modèles quand j'étais petite. J'avais envie de devenir Indiana Jones comme beaucoup d'enfants. Pas envie de devenir Exactement, voilà, j'allais dire. Donc, voilà. Mais bref, mais du coup, merci, grâce à ta chronique, je me suis rendu compte, mais tout se croise, encore plus qu'avant. Bref, donc je voulais travailler sur l'histoire allemande et au début, il y a aussi toujours le moment où on se dit il faut construire aussi un sujet de recherche un peu original et je voulais faire de l'histoire contemporaine aussi, et l'histoire de l'Allemagne, pour moi, elle se centrait surtout, telle qu'on la connaissait en France, sur l'histoire du nazisme, évidemment, l'histoire de l'Allemagne divisée pendant la guerre froide, et je me disais, mais j'aimerais bien voir un peu autre chose, parce que je pense pas apporter ma pierre à l'édifice de manière originale, là, si je travaille à nouveau sur le nazisme ou sur l'occupation par les Allemands, etc. Et à quel moment il y a un lien avec le Kilimandjaro? Eh bien, voilà, j'y viens. Je me suis dit, mais en fait, je voudrais travailler finalement sur quelque chose dont j'ai vaguement entendu parler, qui est l'histoire coloniale allemande. Et donc, voilà, je me dis, il y a quoi comme territoires qui ont été colonisés par l'Allemagne? Tiens, l'Afrique de l'Est a été en partie colonisée par l'Allemagne. Et je me dis, mais finalement, c'est un territoire qui m'a toujours intéressée, parce qu'il y avait le roi lion quand j'étais petite, que j'ai lu le Lion de Jacques Kessel, que j'ai vu Out of Africa. Je me suis dit, voilà, je vais travailler sur cet espace-là qui a été colonisé par l'Allemagne, et plus précisément sur la construction des frontières
de l'Afrique orientale allemande. Donc j'en ai parlé avec ma directrice, celle qui allait devenir ma directrice de thèse. Au bout d'un moment, on s'est dit il faut vraiment recentrer sur un espace. Et donc ça, c'était au bout de quelques mois de préparation du projet de thèse. Au gré d'archives, en fait, à Berlin, je suis tombée plusieurs fois sur l'occurrence Kilimandjaro dans différents contextes d'évocation, où je me suis dit mais finalement, avec toutes les lectures que j'ai faites jusqu'à présent et les thématiques qui m'intéressent, à savoir faire un peu de l'histoire de la concurrence impériale, de l'histoire de l'exploration, etc., finalement tout se retrouve au Kilimandjaro. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur le Kilimandjaro. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez regretté votre sujet, où vous vous êtes dit j'aurais préféré faire autre chose? Elles font nom de la tête. Jamais. Moi, le ouais. moment où j'ai eu cette illumination dans les archives, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, je me souviens de la date. C'était 7 mai 2017 et 2017, où je me suis dit, mais en fait, jour de l'élection de Macron aussi. Ah non. Ah bah tu vois, je m'en souviens pas. Je me suis dit. C'est 2 jours de grâce. Mais moi, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est ce sujet-là. Et j'étais la seule à y croire, et à partir de là je me suis dit c'est le meilleur sujet. C'était le lendemain, c'était le 6 mai 2017. Dans votre entourage, il y a combien de personnes qui connaissent exactement votre titre de thèse? C'est une question piège. Hein. Moi, je peux le dire, pour moi, il n'y a personne, puisque même moi, je l'ai oublié. Moi, j'ai quelqu'un qui connaît peut-être maintenant mieux mes travaux que moi, c'est mon mari. Qu'on salue, qui viendra dans l'émission durant cette année. Ah, voilà. En fait, il relit absolument tout. C'est mon lecteur qui fait preuve d'une acribie redoutable. Et donc lui, je sais que il connaît mon titre. Et dans les moments où il faut que je me souvienne du titre exact, parfois il le dit avant moi. Voilà. Après, je crois que tout le monde sait à peu près ce sur quoi je travaille, parce que Delphine, on se connaît maintenant bien. Vous me connaissez moins, mais si on me lance sur mon sujet, je peux ne pas m'arrêter. C'est le but d'un docteur aussi. Voilà, mais tout le monde sait sur quoi je travaille. Après, le titre exact, c'est pas forcément. L'essentiel, c'est que les gens sachent sur quoi on travaille. En fait, le titre, c'est un peu la blague là. Quel est le titre de la thèse de votre fils? Voilà, c'est pas l'essentiel. Oui, après les dates sont quand même pratiques. Enfin, à l'époque contemporaine, on fait des thèses peut-être un peu plus courtes. Moi, des fois, on me dit alors, c'était la guerre civile au Liban, c'est ça, de 70? Non, c'était 50 ans avant. Et toi, Delphine, alors, beaucoup de personnes connaissent ton nom. Le titre principal, oui, je pense en vrai, parce qu'il est assez facile à retenir, c'est La fabrique du Kilimandjaro. Mais le sous-titre, je pense que même moi, j'ai du mal parfois à m'en rappeler. Donc, du coup, entre oui et non, enfin, entre beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, je dirais pas plus de 10, hein, mais voilà. Africa,
Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Nous sommes toujours sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming pour cette émission Quoi de neuf, docteur, avec Delphine Fromont et Sophie Larivy-Claudel. Ça va toujours ? Oui, pour le moment. Je vous propose la deuxième question, une question un peu d'actualité pour vous deux, puisque vous avez passé votre été à écrire. Eh bien, vous n'étiez pas les seuls, puisque Friedrich von Schiller, je n'ai jamais fait d'allemand, je suis désolé Delphine, est un écrivain allemand de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vous en avez déjà entendu parler ? Oui, quand même. D'accord, désolé. Principalement connu pour ses pièces de théâtre Les Brigands, Don Carlos et ses poèmes Ode à la joie. Ses œuvres auraient inspiré à Verdi certains opéras, mais savez-vous comment notre cher Fredo, quand il avait un peu des difficultés à écrire, qu'est-ce qu'il faisait pour se forcer à écrire ses ouvrages ? Qu'est-ce qu'il faisait pour écrire ? Je vous laisse deviner, c'est la deuxième question. Il se promène dehors. Il ne se promène pas dehors. Non, c'est Kant. Ouais, J'en sais rien. Ou Newton, avec les pommes. Ah oui. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ? Pour sortir, pas du tout, puisqu'il ne sort pas pour écrire. Pour sortir de nouvelles idées. Prenez des bains. Il ne prenait pas des bains. Ah, c'est pour trouver l'inspiration, pour trouver s'obliger à rester à son bureau. Pardon, il prenait des bains, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. En effet, il se plongeait ses pieds dans l'eau glacée, ce qui le gardait éveillé. Je vous donne des petits conseils comme ça pour pendant la canicule, de fait, c'est pas mal. C'est en lien avec un fruit, je vous donne un petit indice. Alors, des fraises. Mais pour trouver l'inspiration, pour se forcer à écrire. Non, pour se forcer à écrire. Ah. Pour se forcer à rester derrière son bureau, même plus précisément. Oui. Parce que sinon, avec les pommes, je voyais bien le truc. Alors, c'est en effet avec une pomme. Une pomme. Il faisait quelque chose avec une pomme. Alors, est-ce qu'il aimait tellement les pommes qu'il se promettait de n'en manger que s'il avait passé 4 heures à écrire ? Pas du tout. Mais... C'est une bonne technique. Le petit carré de chocolat au bout d'un certain nombre de pages ou de caractères. On peut noter pour les doctorants qui nous écoutent ou les jeunes chercheurs en écriture. Et Schiller faisait pas ça, quoi. Il mangeait pas des carrés de chocolat avec des pommes, quoi. Non, pas du tout. Il y a une pomme dans l'histoire qui est centrale. C'est ça. Mais peut-être que c'est un peu dur. Peut-être que je vais vous donner la réponse. Non, on peut chercher, mais encore quelques secondes. C'est une pomme avec un pommier ou avec une pomme. Non, juste avec une pomme. Il était sur son bureau, il y avait une pomme. Et la pomme est disposée où ? Des pommes. Plusieurs pommes. Plusieurs pommes. Il mettait une pomme dans ses tiroirs. Mais pourquoi ça Pourquoi mettre une pomme ? Il mettait une pomme. Allez, je vous donne la réponse. Si on ouvre le tiroir, non, si on ferme le tiroir. Je vous donne la réponse. C'était un peu compliqué. C'était un fun fact un peu compliqué. Donc, il plaçait des pommes en décomposition dans ses tiroirs. Tout le monde me regarde avec un regard un peu de dégoût. Vous ne le voyez pas chez vous. Un peu de justification. Sur lequel il écrivait. Il était alors dégoûté par l'odeur. Donc, forcément, ça le motivait à écrire et à rester concentré sur son écriture. Mais moi, ça m'aurait fait fuir. Et il l'explique, c'est pas lui qui l'explique, je n'ai pas eu de conversation récente avec. Il s'agissait d'aller le plus vite possible pour ne plus avoir à supporter l'odeur. Donc il se disait, c'est tellement détestable, je vais rester le moins longtemps et je vais écrire le plus vite. C'est une technique. Oui. C'est une technique comme une autre. Sinon, tu poses ta plume, tu t'en vas avant d'avoir fini d'écrire, justement. Oui, alors pas lui. Il se forçait un peu et ça marchait, puisqu'il a écrit quelques choses pas trop mal. Et aussi, du coup, il mettait ses pieds dans l'eau glacée, ce qui le gardait éveillé. Ma question, vous la devinez, qu'est-ce que vous faites, vous, pour écrire ? C'est quoi un peu vos tips, vos méthodes ? Pendant que vous réfléchissez, je conseille à tous les doctorants de lire Assis-toi et écris ta thèse, qui est un très bel ouvrage pour s'asseoir et écrire sa thèse, mais du coup je vous écoute. Comment vous faites pour écrire ? Vous avez passé votre été à écrire. Comment vous êtes organisé ? Moi, je dirais que c'est ça, je m'assois et j'écris. Exactement. En fait, j'ai mis des mois à me mettre à écrire. Là, cet été, ce qu'on a écrit toutes les deux, c'était le manuscrit issu de notre thèse pour publication. Tout à fait. J'ai mis des mois à me mettre à l'écriture. Pourquoi ça ? Si c'est pas indiscret. Non, parce que il y avait d'autres urgences professionnelles à côté, de l'ordre de l'enseignement, des responsabilités diverses, la peur aussi. Je pense qu'il y avait peur aussi de la page blanche. Peur de la page blanche, peur de gâcher le travail. Alors peut-être que je l'ai gâché en fait, mais j'ai réussi à aller au-delà de cette peur. Mais je veux dire, je pense qu'il y avait de ça aussi, un manque de maturité personnelle sur mon sujet pour m'y remettre. Il y a eu un moment où je me suis dit, là, j'ai 2 mois devant moi, faut que je le fasse. Je m'assois, j'écris. Et pour
compléter la question comment on fait pour écrire, personnellement, il y a des moments où, il y a un coup d'entrée réel dans l'écriture, donc c'est pour ça que je m'assois, j'écris, et ensuite j'essaye de ne plus m'arrêter sur plusieurs journées, mais quand justement je sens que quand même au bout d'une journée d'écriture il faut que je lâche un peu que je me repose, là je vais beaucoup marcher, et j'étais dans les Alpes cet été et j'ai marché pas mal pour m'aérer l'esprit. Est-ce que justement vous avez cet effet quand vous reprenez l'écriture, un peu comme quand on reprend la course, où c'est dur, ça fait mal au corps? Ah ouais. Moi, c'est un peu différent de Delphine, parce que certes, c'est un livre tiré de ma thèse, mais c'est un recueil de sources. Donc en fait, je refais je ne remodifie pas ma thèse pour la transformer en livre, en fait. J'ai repris une partie de mon corpus. Est-ce que tu peux juste redire c'est quoi un recueil de sources? Alors, c'est tout simplement un livre dans lequel je publie un corpus d'inscriptions relative aux pratiques rituelles de l'enfance, et pour l'Attique, les îles de la mer Égée et puis le Péloponnèse. Très bien. Voilà, donc c'est pas tout à fait ma thèse, mais c'est un travail issu de ma thèse. Donc il y a eu un gros travail de prélèvement, de choix, de réflexion sur... en fait, c'est un outil de travail que j'essaye de mettre à disposition des autres chercheurs. Donc j'ai pas pu avoir ce moment de je m'assieds, j'écris et puis c'est fini, en fait. Donc ça fait plusieurs années que je suis dessus. Ça fait combien de temps, tu peux... Ça fait, je pense que j'ai passé 3 ans depuis. Okay. Alors j'ai soutenu ma thèse il y a presque 5 ans et en temps compacté, ça va faire 3 ans. Mais parce que c'est un deuxième travail, en fait. C'est une nouvelle thèse. Ouais, il y a des moments où j'ai un peu l'impression de revivre ça. Donc c'est un petit peu particulier. Et puis alors, ce que disait Delphine, c'est que voilà, moi j'ai essayé de profiter des vacances. On peut pas toujours écrire. Il y a certes la thèse qu'il faut publier, en l'occurrence une partie de ma thèse, mais on a aussi les articles qu'il faut publier régulièrement. Il y a les charges d'enseignement, il y a la vie. Donc en fait, moi, quand j'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'ai pas d'astuce pour je vous ai parlé des carrés de chocolat, mais en rigolant, parce qu'en fait, moi, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je veux travailler, j'ai pas le loisir de me dire ah bah non, aujourd'hui je vais pas bosser, en fait. Donc c'est presque un petit peu triste, et ça vaut pas Schiller avec ses pommes pourries, mais voilà, j'ai pas ce luxe. Et quand j'arrive en bibliothèque, moi je tunnel, j'arrive à l'ouverture à 10h, je suis dans la porte, je suis assise à 10h, et parfois les gens hallucinent, mais je repars à la fermeture à 18 ou 19h. Sans pause. Je prends quand même une pause pour manger un petit truc, parce que sinon je suis évacuée non pas par le personnel mais par les pompiers. Mais voilà, et en fait c'est parce que j'ai pas le choix. Donc je sais pas si c'est un bon conseil ou si mon expérience est reproductible pour des collègues. Et là, pendant ces vacances, j'ai passé 2 semaines au Paradis, à la Fondation Art en Suisse, donc à côté de Genève. 2 semaines où du réveil, alors il y a les repas bien sûr, mais du réveil au coucher assez tard dans la nuit, j'étais dans une bibliothèque chouchoutée, dans un cadre magnifique avec un parc, et assise à mon bureau, et j'ai travaillé... Est-ce que durant votre thèse, il y a eu plusieurs méthodes? Il y a des choses où vous avez commencé à travailler d'une certaine façon et vous vous êtes dit non, là, c'est pas la bonne direction? Ou vous avez pris un chemin et hop... Peut-être se rendre compte qu'une discipline en particulier, c'est je me tiens à cette discipline, ça tient pour un temps, et puis après je vais changer de méthode en me disant oui, je vais mettre mes pieds dans de l'eau glacée ou... Non, moi il y a quelque chose dont j'ai rapidement été consciente, c'est que j'avais besoin de stabilité à un même endroit pour écrire, par exemple, et qu'il fallait vraiment que j'ai beaucoup de temps devant moi. Et quand je dis beaucoup de temps, c'était typiquement pas juste 2 semaines. Par exemple, moi, aller 2 semaines dans une fondation aussi fantastique soit-elle, c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas du tout, parce que j'aurais besoin... Parce que ça te stresserait, la deadline de fin, etc. Voilà, exactement. Et de me dire, là, il faut que je m'adapte à un nouvel endroit, il faut que... Et en fait, moi, j'allais tout le temps à la même place à la bibliothèque, je me mettais au même endroit, etc. Enfin, j'avais besoin d'être dans un univers connu. Et si la place est prise? Ça allait pas bien du tout. Mauvaise journée. C'est vrai. À la place M92 à la BNF, je te jure qu'elle est à moi. Il y a une plaque à ton nom, justement. J'espère. Ici, rédiger sa thèse, Delphine Froment. Et s'il y a quelqu'un, est-ce que tu lui dis, est-ce que je peux te mettre juste à côté, parce que... Non, j'avais des places de secours, mais du coup, je me débrouillais pour venir assez tôt pour être sûr que la M78, la M80... Ou faire des croche-pieds pour les gens devant. Alors, je fonctionne comme Delphine, hein. J'ai aussi ma place en bibliothèque, même si moi, je suis un petit peu plus mobile qu'elle, mais effectivement, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Et j'ai ma place alors au centre Édouardville,
note pour les étudiants, il y a ma place. Et je n'aime pas trop qu'on soit assis dessus. Généralement, j'arrive et je vous regarde en faisant un sourire un peu pincé. Vous pouvez pas me louper. C'est que vous êtes sur ma place. Décris là par contre, parce que là, ils peuvent pas savoir. Non, mais c'est ma place en fait. Voilà. Non, mais ça se sait. De toute façon, il y a l'ombre de Sophie qui reste collée. Et puis, alors pareil, alors je suis moins souvent dans les bibliothèques parisiennes, mais à la Sorbonne, dans la salle Fustel de Coulanges, il y a 2 places que j'aime bien. Où il y a moins de passages, il n'y a pas des gens qui restent derrière moi. Pareil, la Gernéglotte, je ne me mets jamais dos au budé parce qu'il y a toujours des gens qui viennent et qui bouquinent dans votre dos et c'est insupportable. Voilà. Donc, j'ai des places comme ça aussi et c'est ça peut prêter à sourire et voilà, mais non, c'est hyper important justement. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être une question subsidiaire, c'est est-ce que vous isolez justement au niveau du son? Est-ce que vous mettez des casques? Est-ce que vous mettez des casques bruits avec blancs? de la musique? De la musique. Ah ouais. Et du coup, d'ailleurs, ça m'y fait penser en termes de rythme un petit peu. Moi, je me souviens que par chapitre, j'écoute beaucoup de musique classique et par exemple, tout mon chapitre 1, je l'ai écrit en écoutant Tosca. Ah, d'accord. Et du coup, maintenant, quand j'écoute cet opéra, je me revois en train d'écrire mon chapitre. Alors moi, c'était plus la soul américaine que je n'ai jamais écoutée ni avant ni après, mais ce qui fait que sur Spotify, l'année d'écriture, mes top chansons, c'était que des Five Jackson. Enfin, c'était que ça. Est-ce que toi, tu mets aussi un casque? Ouais, moi j'ai un casque anti-bruit parce que je ne supporte pas les bruits en bibliothèque. Et depuis quelque temps, je remarque que les gens parlent en bibliothèque, même si ça peut vite me plonger dans une rage que je suis obligée de contenir parce que je reste à peu près civilisée. Donc j'ai un casque anti-bruit. Alors ça dépend des moments, en fonction de ce sur quoi je travaille, en fonction de mon état. Je vais écouter de la musique ou pas. J'ai essayé les bruits blancs. C'est pas mal pour quand on a vraiment besoin de concentration un peu. D'accord. Mais sinon j'écoute C'est quoi les bruits blancs alors on trouve ça maintenant sur n'importe quelle plateforme de vidéos de 10 heures de bruits blancs. De musique. Oui. Alors il y a des bruits blancs, il y a plusieurs sortes. Des bruits rouges. Des bruits violets. Ouais, je crois qu'on peut avoir différentes sortes. Il faut écouter, il faut choisir. Dans l'oreillette. C'est des bruits un peu sourds, quoi. Enfin, c'est des choses. C'est ça, oui, un peu comme dans un avion, quoi, mais en moins désagréable. Enfin bref. C'est conçu pour être assez doux, quoi. Ouais, exactement. Et puis sinon, effectivement, j'écoute beaucoup de musique. Je m'étais dit que je ferais la playlist de la thèse et la playlist du livre, mais voilà, ça pourrait plonger. Là, pour le coup, mes semblables dans des abîmes de perplexité aussi. Voilà. Mais j'ai besoin. Alors, j'écoute aussi bien la musique classique que d'autres styles de musique. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Nous sommes toujours sur RCF et sur toutes les plateformes de streaming pour Quoi de neuf, docteur, avec Sophie Larribie-Glodel, justement, qui écoute des bruits blancs, et Delphine Froment, qui écoute de la musique classique. Et je vous propose de faire un petit quiz, si ça vous dérange pas, sur la littérature. Donc on parlait écriture, littérature. En fait, c'est très simple, j'ai fait appel à une intelligence artificielle. Je sais que ce n'est pas le top du top dans le milieu historique. On pourra en parler après. Il y avait eu un chercheur qui avait fait quelque chose sur l'histoire romaine, je crois, ou pas chercheur, qui avait imaginé si la machine à vapeur avait été inventée. Ça vous dit rien? À l'époque romaine, oui, moi ça me dit quelque chose. Enfin, t'as beaucoup de visuels qui ont été associés à ça. C'est ça. Et du coup, je vais vous lire des résumés de livres. À chaque fois, c'est des romans de fiction historique et vous devez me dire si ce livre existe ou non, si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Si jamais il existe et vous avez le titre, n'hésitez pas à l'indiquer. Vous avez le droit de me couper si vous avez l'idée en même temps. Oui, on n'a pas de buzzer, mais... Je commence par facile, quelque chose de très facile. Normalement, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous devez vous dire, est-ce que il peut avoir un auteur qui s'est dit, je vais écrire là-dessus. Ok, ça va? C'est parti. En 1327. Non, c'est faux. Le moine Guillaume de Baskerville, accompagné de son jeune novice, enquête sur une série de morts mystérieuses dans une abbaye en pleine montagne. Le meurtrier recherché est peu connu, puisqu'il s'agit d'un livre. Plus qu'un roman policier, le roman est une réflexion sur des thèmes majeurs, la pauvreté dans l'église, l'amour profane, l'opposition entre la raison et la foi aveugle. Est-ce que ça existe ou pas? Je crois qu'on a la réponse tous les deux. Oui, c'est Umberto Eco, le roman de la rose. Le nom de la rose. Le nom de la rose. N'hésitez pas à me couper si vous avez la réponse. Bah, c'est laisser aussi aux auditeurs. Mais des fois, j'ai des résumés très très longs. Donc vraiment, si je vais jusqu'au bout. Faites pour le bien des auditeurs. Le nom de la rose. Donc j'ai commencé par un facile, une des références des romans de fiction historique, le nom de la rose d'Umberto Eco. On l'embrasse. La deuxième,
Je crois qu'il est décédé. Non? J'ai un doute. Vraiment, on ne sait pas. Je crois. Il est décédé. Mais récemment. Moi, je dirais Covid, crise sanitaire. Bon, on vérifie. Récemment, moi, je le situe récemment mort. Il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu, où on était dans son appart avec sa bibliothèque. Ah oui. Vous avez jamais vu ça? Ça me dit quelque chose. C'est un truc, c'est un bordel monstre. C'est vraiment le bordel du chercheur, quoi. Et il dit, bah oui, là, c'est il sait situer tous ses livres. Bref, on continue. À l'aube de la Grande Carthage. Oui. Au cœur d'une civilisation prospère et mystérieuse, les destins de plusieurs familles se croisent alors qu'une terrible menace plane sur la ville. Une guerre imminente avec Rome. Dans cette société, l'équilibre entre les dieux et les hommes est primordial. Et lorsque la colère divine semble se manifester par des mauvaises récoltes et des fléaux, les prêtres de Baal Hamon proclament qu'un sacrifice extrême est nécessaire pour rétablir l'harmonie. Léa, une jeune noble de Carthage, est promise à un brillant avenir. Mais tout bascule lorsqu'elle découvre que son jeune frère a été choisi pour être offert aux dieux. Déchirée entre son amour pour sa famille et ses croyances religieuses, elle tente de tout mettre en œuvre pour sauver l'enfant de ce sort cruel. Mais les traditions sont puissantes et les prêtres veillent jalousement à la perpétuation des rites ancestraux. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que ça vous donne envie de lire ce livre? C'est pas la Salammbô de Flaubert. Pas du tout. Est-ce que ça peut être le bouquin de Guillaume pardon, je vais pas réussir à prononcer son nom de famille, je suis désolée. Il y a un livre qui est sorti en littérature de l'imaginaire il y a 2 ou 3 ans, justement sur Carthage. Alors, et le titre m'échappe et c'est une honte absolue. Je trouve que ça faisait un peu intelligence artificielle. Tout à fait. Ok, ouais. Donc ça a été fait par l'intelligence artificielle. Parce que j'avais oublié que tu ne faisais pas que sur les sacrifices, Sophie, je suis désolé. Mais il y a un peu des rites quand même. Mais l'intelligence artificielle m'a nommé ça le chant des innocents. Voilà. Oh, le chant des innocents. Alors le prénom de la prêtresse est pas du tout punique, mais ça fait pas. Voilà, mais le chant des innocents, chant comme chanter. Comme chanter, ouais. D'accord. Mais en fait, il y a tellement de livres qui sortent que, en fait, je pense qu'on pourrait trouver pour chacun de tes résumés une référence sans trop de difficulté. Oui, peut-être, mais j'essaie d'avoir des trucs qui sont quand même, ça se voit un peu. Sachant que là, je fais ça facilement, mais après, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de même résumer des livres. Oh. Bref, on va monter en niveau. 3e référence, aventurière espionne. Estentan Orloff est l'archétype de la femme fatale, tout à la fois madone et ange de perdition. Égérie des cercles mondains du Beyrouth cosmopolite des années 20. C'est faux. L'énigmatique anglaise, veuve d'un diplomate russe, collectionne les amants. Je suis désolé, on enregistre ça en fin de journée, de fin de semaine, c'est compliqué. Les amants et multiplie les complots politiques, comme un siècle plus tôt, la célèbre Lady Stontoff. Oui. Pris au sortilège de cette nouvelle châtelaine, le capitaine d'Homère sacrifiera sa fiancée, sa fortune et surtout son honneur à celle qui est tout, et ce pour quoi la vie d'un homme vaut la peine d'être vécue tout simplement. Oui, donc c'est n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire, écris-moi une IA sur le Liban des années 1920. Ouais, avec une espionne qui a des amants allemands. Eh bien, c'était la châtelaine du Liban, de Pierre Benoît. Mais non. Qui est une référence, mais vraiment Pierre Benoît est un auteur référence des années 20. Et vraiment, la châtelaine du Liban, c'était le grand titre de l'époque. Voilà. Mais c'est résumé, c'est toi qui l'as écrit? Non, c'est lui qui l'a écrit ou c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit? Non, c'est là pour le vrai résumé. C'est le vrai résumé. Ouais, c'est pas hyper engageant. Alors, on est dans les années 20. En termes de questions de la femme, ce livre est un scandale absolu. Et en termes de religion, enfin bon. Et en termes de Liban, on est bien ou... Alors en termes de Liban, pour le coup, j'en ai parlé. Partie 3, chapitre 3. Oh. Puisque Pierre Benoît était venu à l'époque de Végan, bref. D'accord. Et qui parle d'Henri Gourou, notamment. Ça va ? Tout va bien. Okay. Référence suivante, Florence, 1557. Vous connaissez un peu ? Pas du tout. Le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans. Un tableau a été maquillé, un crime de lèse-majesté a été commis. Un homme va enquêter dessus pour l'assister. Il se tourne vers le vieux Michel-Ange, exilé à Rome. La situation exige discrétion, loyauté et sensibilité artistique et sens politique. L'Europe est une poudrière. Cosimo de Médicis doit faire face aux convoitises de sa cousine, la reine de France, alliée à son vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Les couvents de la ville pullulent de nostalgiques
tandis que Rome, le pape condamne les nudités de la chapelle Sixtine. Vrai ou faux, déjà, se demander. Moi, je dirais plutôt vrai. Là. Ouais, c'est assez crédible. Ouais, là, ça fait crédible. Il est encore vivant, Michel-Ange, à ce moment-là, ouais. Il est encore vivant. Ouais. Oui, j'étais en train de faire le calcul. 1557. Ouais. Bah, on va dire plutôt oui. Ça a l'air, c'est en effet un auteur qui travaille bien ses sources. C'est Laurent Binet, qu'on avait cité dans la dernière émission pour Civilisation, et c'est son dernier livre qui s'appelle Perspective. D'accord. Vous avez déjà lu Laurent Binet, non? Quand t'as dit qu'il travaille bien, c'est en comparaison des autres qui travaillent pas bien. Oui, voilà, non, alors lui il fait un vrai travail d'historien alors qu'il n'est pas historien, c'est pour ça. Mais ça veut pas dire que les autres travaillent pas bien. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Révérence suivante. Vas-y. Ouais. Catherine d'Arc, sœur cadette de la célèbre Jeanne d'Arc, a toujours vécu dans l'ombre de la pucelle. Oui. Tandis que Jeanne entend des voix et mène la France à la victoire, Catherine, pragmatique et silencieuse, doute de cette mission divine. Lorsque Jeanne est capturée et brûlée vive, Catherine, dévastée, entreprend une quête de justice. Dans un monde où la foi et le destin semblent tout dicter, elle décide de forger sa propre voie, prête à affronter ceux qui ont trahi sa sœur. Est-ce que cette personne a bien travaillé ses sources? Je ne sais pas. Alors, ça marcherait super bien. Ça serait super. Franchement, je pense que là, on tient un début. Ça plairait beaucoup un poil roman du terroir, roman historique. Ça peut même faire un film de Ridley Scott. Ah, c'est vraiment le film? Non, pas du tout. Non, c'est faux, c'est inventé. C'est faux, mais ça marcherait bien. Alors c'est Catherine, l'ombre de Jeanne, et dans la suite, en fait, dans une idée, à un moment donné, il y avait un duel entre Jeanne et Catherine au haut lieu à Rouen, elles se battaient. Enfin. D'accord. Oui, parce que du coup, l'histoire de Catherine qui a vraiment existé, Catherine d'Arc, c'est la sœur de Jeanne, et pour le coup, elle meurt au moment où Jeanne d'Arc entame sa chevauchée, donc c'est peut-être une inspiration de ça. Mais non, la vraie Catherine est désolée, décédée. Est décédée, et elle est même désolée. Oui, désolée pour elle. Bienvenue dans l'Angleterre du XIIe siècle, où la construction d'une cathédrale va devenir l'événement le plus épique de tous les temps. Ouais. Tom le bâtisseur. Intelligence artificielle. Tom le bâtisseur. Laissez-moi finir. Tom le constructeur, oui, donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Rêve de construire l'édifice du siècle, mais entre guerres civiles interminables, des évêques pas très saints et des nobles plus intéressés par le pouvoir que par la religion, ça ne va pas être simple. On suit les personnages qui passent leur temps à se trahir, comploter, parfois tomber amoureux, mais surtout se trahir. Ouais. Alors, Tom le bâtisseur, mais ça fait vraiment. En fait, c'est roman historique pour les petits. Alors, je pense que c'est l'intelligence artificielle, excusez-moi, qui a modifié le résumé puisque c'est les pieds de la terre. De quelle foulette. Ah d'accord. Ah d'accord. Tom le bâtisseur. Bah, c'est pas mal comme pseudo, moi j'aime bien. Tom le bâtisseur. Je continue. En Russie, pendant les guerres napoléoniennes, des aristocrates naviguent entre l'amour, les balles et les champs de bataille. Pierre cherche le sens de la vie, André rêve de gloire mais découvre la désillusion, et Natacha, vidéo et débat amoureux, entre guerre, paix et réflexion philosophique, la vie continue malgré tout. Les frères Karamazov. Aucun lien, fils unique. C'est pas ça? Guerre et paix. C'est Guerre et paix du coup? De Léon Tolstoï. Ah voilà. Ouais. Bon, c'est la littérature russe. Exactement, on avait. Tout à fait. N'hésitez pas à échanger entre vous sur le micro, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Allez, le dernier. Sophie, Delphine, Pierre et Pierre, jeunes chercheurs en histoire, lancent une émission de radio universitaire nommée Quoi de neuf, docteur. Leur objectif est de rendre l'histoire accessible et captivante pour un public plus large en explorant des récits fascinants et des mystères historiques. Ceux qui les ignorent, c'est que leur émission, initialement conçue pour être des discussions académiques et plutôt drôles, vont mettre en lumière... perturbé par Tom le bâtisseur. vont mettre en lumière des découvertes majeures en enquêtant sur des événements oubliés et des artefacts mystérieux. Ils révèlent leur connexion inattendue et des vérités cachées qui pourraient réécrire des chapitres importants de leur histoire. Moi, ça me paraît vrai, ouais. C'est une vraie histoire. C'est juste à donner... Pardon, vas-y. Non, je pense qu'il y a des artefacts cachés dans les locaux de RCF. Et que... Alors, c'était l'intelligence artificielle pour un roman qui s'appelait Histoire en direct. Voilà. C'est pas mal, Histoire en direct. Si vous voulez qu'on écrive un roman de fiction sur notre vie, notre œuvre... J'aime bien le concept Histoire en direct. C'est pas mal comme titre de future émission. On se le garde en tête. Mais faut donc faire en direct. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine.
On est toujours en compagnie de Delphine Froment, docteur en histoire contemporaine et maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine. Ça va toujours, Delphine ? Toujours. Super. Sophie Larivie-Glodel, docteur en histoire grecque et professeur au lycée Claude Gelée à Épinal. Est-ce que ça va toujours ? Ça va très bien, merci. En fait, j'avais noté histoire antique, du coup j'ai dû avoir un petit schéma mental. Je suis toujours accompagné de Pierre Suer, qu'on a retrouvé tout cet été dans la série Les Grands Noms de l'Histoire, et qui nous propose pour cette émission un petit jeu. On va y venir tout de suite. Et je vous propose qu'on reparte dès maintenant sur notre traditionnel jeu des fun facts et qu'on continue notre émission. Quoi de neuf, docteur ? C'est reparti. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Alors déjà, on prononce bien mon nom de famille dans une émission. C'est un grand bonheur que les nombreuses fois on m'a appelé Serton, Serto, etc. Bref. Donc toujours le même jeu, je vous pose une question et il faut essayer de retrouver la réponse. Vous avez le droit de poser des questions. L'idée c'est de pas hésiter, on va retrouver ensemble. Si vous trouvez pas, vous me dites. Et je vous aide. De quand date le premier document administratif en langue française officiellement ? Ah là c'est une question un peu plus Trivial Poursuite, je suis désolé. Ouais, c'est moins fun fact, c'est plus Trivial Poursuite. De quand ? En vieux français ? En... Français, Ça a été daté. Français. En français. C'est un fun fact linguistique. C'est pas truc de Villiers-Gautret, là ouais. 1500 et quelques, là, avec François Ier. 1536, 1537, Non, c'est la systématisation du français comme langue administrative. Non, là c'est un document qui a été aussi écrit en tudesque et en roman. Ah oui, et qui j'ai la réponse. Était aussi écrite. Ouais. C'est régional. Oui, c'est dans le coin. Eh ben, je sais pas. Est-ce que ce ne sont pas les serments de Strasbourg ? C'est le partage. Le traité de Verdun, 842-843. Exactement. Ouais. Le plus ancien document français officiel date du 14 février 1842. Il s'agit des serments de Strasbourg. Est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est ? Sinon, je continue de lire. C'est en gros, il y a Charlemagne, qui a un très bel empire, très bien. Il y a son fils, Louis le Pieux, qui a un bel empire, mais qui est un peu moins fort que Charlemagne, puisque Charlemagne est très fort. Et après, il a 3 fils qui veulent se partager l'empire. Et il y en a 2 qui disent, bon, vas-y, on s'en prend à l'autre. Et puis, ils font un pacte pour dire, vas-y, comment on va faire pour avoir l'autre, quoi. Et en gros, c'est ça, 842, ils se mettent d'accord pour évincer l'autre. J'ai plus les noms en tête. Charles le Chauve. Louis Charles et puis et Louis Lothaire, le Germanique contre Lothaire Ier. Lothaire qui veut dire Lothar. Qui veut dire Lorrain, si je me trompe pas, non ? C'est ce qui va donner la Lotharingie, voilà, les territoires de Lothaire Ier, Lothaire II. Lothaire II, c'est vraiment les territoires qui vont donner la Lotharingie. Du coup, ça va être retranscrit par le chroniqueur, non pas Pierre, mais Nittard. Il constitue ainsi les plus anciens monuments des langues françaises et allemandes. Dans l'histoire de France, c'est une date importante, car c'est le premier texte officiel qui n'a pas été écrit en latin, mais en roman. Voilà, et si vous voulez le voir, il est à la Bibliothèque nationale de France, non pas à la place de Delphine. M92. M92. Et du coup, il y a le traité de Verdun l'année d'après, 843, qui en fait, on se met d'accord, oui, on partage bien en 3 les territoires, la Francie occidentale, la Francie orientale et la Francie médiane, qui donne donc la Lotharingie, et donc ce qui va donner cette région des Pays-Bas jusqu'à l'Italie, puis qui va se faire morceler, parce que c'est un territoire qui est le plus puissant des 3, mais qui va se faire bouffer progressivement. Donc c'est le premier podcast, on parle pas vraiment d'histoire, on en parle un peu quand même. Et pour être tout à fait honnête, en fait, quand on préparait l'émission, on est tombé sur ton LinkedIn, Sophie, et on a vu que tu parlais énormément de langues. Et on s'est dit, il faut une question avec la langue, et notre question c'était est-ce qu'il faut savoir parler plusieurs langues pour être chercheur ? Oui. C'est catégorique, il n'y a pas de débat. Voilà, question suivante. Tu parles combien de langues déjà ? Parler vraiment. Non, mais parler ou 3. écrire. Lesquelles ? Français, allemand, anglais. Ok. Et ensuite, en écriture ou en lecture, tu parles le grec ancien, j'arrive à... Alors, je parle pas le grec ancien, mais j'arrive à peu près à le traduire. Grec moderne, j'arrive à peu près à lire, mais avec un dictionnaire à certains moments. L'italien, maintenant, j'arrive à le lire. En revanche, l'espagnol, j'ai plus de mal. Mais il faut dire qu'il y a moins de publications dans mon domaine en espagnol. Okay. Il y en a beaucoup en italien, donc en fait, j'étais obligée de me mettre à l'italien. Alors après, je suis incapable de tenir une conversation en italien, mais... Et quand tu travaillais sur la Mésopotamie, du coup, j'avais appris l'acadien et quelques toutes petites notions de sumérien aussi. Voilà, mais je ne parle pas l'acadien, parce que je crois que personne ne le parle. C'est dommage. Cela dit, on parle pas grec ancien. En fait, si on a de plus en plus, on se fait des ateliers où ça marche beaucoup pour le latin.
Mais il y a des petits ateliers comme ça où on peut faire du grec ancien, méthode active. Voilà, on essaye de parler. Mais voilà, pour moi, ça me paraît indispensable parce que beaucoup des sources secondaires, bien sûr, sont pas toutes en français. Dans le cas de Delphine, elle a des sources primaires, mais moi, je reste dans ma sphère histoire ancienne. Et puis, pour la communication, enfin... Il faut savoir un peu parler anglais, quoi, pour. Bien sûr. Voilà, c'est écrire, indispensable. Et écrire aussi en anglais. Est-ce que vous avez des publications internationales? C'est un grand débat de savoir si on écrit dans une autre langue que sa langue maternelle. Là, j'ai écrit des petites choses en anglais. Clairement, tu ne réfléchis pas de la même manière quand tu écris dans l'autre langue. T'écris déjà en français et ensuite tu traduis non, ou t'écris j'écris directement en anglais. Ah, et ouais. en fait, je réfléchis pas de la même manière. Okay. Le problème, si tu écris en français et que tu veux traduire, il y a plein de petites finesses de réflexion qui disparaissent complètement au moment de la traduction. Okay. Donc si tu veux que la réflexion ne soit pas trahie par la traduction, il faut que tu écrives, en tout cas de mon point de vue, il faut écrire directement dans la langue. Voilà, après en histoire ancienne, et je suis désolée, je vais faire je sais pas, vous qualifierez de ce que vous voudrez, c'est indispensable quand on fait de l'histoire grecque, c'est indispensable de maîtriser le grec ancien. C'est quelque chose qu'on discute beaucoup en disant il y a des traductions, oui certes, mais si on n'est pas capable d'aller voir le texte original, enfin je l'ai dit, il y a des choses qui se perdent dans la traduction. Il y a des finesses qu'on peut pas rendre. Là, je suis en train de finir mon recueil. On a beaucoup discuté avec des grands spécialistes de dialectologie grecque et de langue grecque de certaines de mes traductions. On était d'accord pour dire voilà, il faut que je fasse la traduction, il faut que je rende ça d'une certaine manière. Mais en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout, mais c'est pas exactement ce que dit le texte. Donc toi, tu fais une note de bas de page et tu le dis, mais si t'as pas ce sens de la langue, tu passes à côté quand même de quelque chose. Donc il faut défendre le latin et le grec. Tout n'est pas traduit. Il y a encore énormément de choses inédites à découvrir. Et je fais ma minute militante. Il faut vraiment se battre pour que le latin et le grec continuent d'être accessibles à la plupart des collégiens, des lycéens. Si j'avais pas pu faire de grec en troisième, je serais sans doute pas là aujourd'hui. Je pourrais pas faire ça. Toi, Delphine, tu sais parler combien de langues? Comme Sophie, français, allemand, anglais. Okay. Sinon, j'ai commencé à apprendre le Kiswahili, qui est la langue qu'on parle en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya, aussi un petit peu dans l'Est de la RDC, au Rwanda, Burundi, Ouganda. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et moi, j'avais une question supplémentaire, c'est il y a les transcriptions de textes anciens, par exemple pour Sophie, mais il y a aussi le texte original. Et puis des fois, il y a des choses qui apparaissent aussi dans l'écriture. Quand on voit le document face à soi, c'est pas la même chose que juste sur une page blanche. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi Alors moi, je travaille sur des inscriptions principalement, enfin, en tout cas mon recueil. Le truc du moment, c'est ce recueil. Donc des inscriptions, c'est-à-dire des textes gravés dans la pierre. Ce sont des textes, mais ils ont toute une matérialité. C'est-à-dire que si on prend pas en compte cette matérialité un peu archéologique, on passe à côté de 70% de l'information du texte. Alors c'est pas toujours facile de faire ce qu'on appelle l'autopsie du texte, c'est-à-dire se rendre dans les collections pour aller le voir. Heureusement maintenant avec les photographies, c'est assez facile de faire sur photographie, c'est pas aussi bien qu'en vrai. Donc oui, l'accès au texte original, c'est une joie extraordinaire de voir comment écrivent et comment pensent les anciens. Et puis effectivement, l'accès, quand on peut l'avoir avec les inscriptions au texte, un accès direct au texte, c'est aussi extraordinaire et c'est parfois très émouvant. Et je donne un exemple d'un texte auquel on a accès directement. Vous me disiez, les enfants produisent pas de source. Il y a un papyrus qui date de l'époque romaine, je crois que c'est 1er siècle de notre ère. Et en fait, c'est une lettre écrite par un petit garçon qui s'appelle Théon. Théon, voilà, le vilain petit Théon, comme je l'ai baptisé dans une autre publication à venir. Et en fait, Théon, il écrit une lettre à son papa. Donc, on est en Égypte romaine, mais on continue. On parle en grec, en fait. On écrit en grec. Il doit avoir 8 ou 9 ans. Il écrit une lettre à son papa et on est sûr que c'est un texte écrit par un enfant. Parce qu'il y a des tournures de phrases, des erreurs grammaticales qui sont typiques en fait de ce stade d'apprentissage de la langue. Il y a des expressions, il y a une forme d'oralité qui est extraordinaire et quand on se confronte à ce papyrus, je me suis amusée à le traduire. C'est une expérience extraordinaire de traduire la voix d'un petit garçon qui, en plus, a actuellement l'âge qu'a ma fille, mais qui a vécu il y a 2000 ans et voilà, et c'est un enfant en fait. Que je vous parlais de l'universalité des choses et c'est vraiment par les textes et
pour ce qui est de l'histoire ancienne par la langue qu'on a accès à tout cela. Et vous diriez, est-ce qu'il faut savoir parler ces langues-là pour commencer la recherche, ou est-ce qu'on peut apprendre durant sa recherche ? On peut apprendre. C'est l'œuf ou la poule ? Non, moi pour le coup, j'ai pas eu besoin du Kiswahili pour faire mes recherches parce que il y a toutes les sources que j'avais qui ont été conservées, elles étaient en allemand ou en anglais, enfin en Kurenschrift en allemand à lire, c'était parfois assez fastidieux, mais voilà. Du coup là, typiquement la Kurenschrift, j'ai appris d'ailleurs sur le tas à la lire. Je savais un peu le faire avant, mais là je me suis vraiment voilà. Et le Kiswahili, je l'ai appris après, mais plus par confort quand je suis en Afrique de l'Est sur mes terrains. En revanche, j'ai une amie qui a appris le Kiswahili pour faire sa thèse. Elle allait faire des témoignages avec des sources orales. Des sources orales avec des femmes, etc. Et elle a appris sur le tas. Et elle a Ah ouais, mais ça s'est super bien passé. Elle était formidable par rapport à ça. Elle a été félicitée par les membres de son jury qui parlaient le Kiswahili et qui disaient mais vous parlez un super Kiswahili, et tout ça en 4 ans. Ouais, donc non, vraiment. Elle avait des facilités du coup. Quand même. Peut-être, ouais, mais meilleur que moi en langue, je pense. Mais oui, enfin, je pense que c'est possible de progresser, en tout cas, enfin moi c'est ce que je dis souvent aux masterants qui commencent, qui maîtrisent pas encore très bien l'anglais scientifique. Je leur dis mais il faut pas s'arrêter là, enfin continuez, vous progresserez. Alors bien sûr, hein, ça veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même des choses. Il faut être conscient en fait que ce sera du travail supplémentaire. Bien sûr. Okay. Moi j'avais eu le cas là puisque je travaillais sur le Liban et on m'avait conseillé d'apprendre l'arabe. Et là, c'était un autre alphabet, etc. Ouais. Du coup, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai déjà des difficultés en langue tout court. Et en effet, c'est compliqué, ça amène une difficulté. Oui. Et pareil, l'arabe, c'est super difficile comme langue. Le Kiswahili est plus simple, hein, donc. J'ose penser. Enfin, oui, vraiment. Et puis après, il y a différentes formes d'arabe. Enfin, c'est plus, voilà. Et on peut peut-être ajouter que pendant la thèse, en fait, on apprend énormément aussi. Oui. Déjà, on apprend le langage administratif de l'administration française. Mais surtout, on a l'impression qu'on sait déjà... Parfois, on a l'impression qu'il faut commencer une thèse en sachant déjà absolument tout. Mais c'est aussi un moment privilégié pour des apprentissages. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que... apprendre une langue, par exemple, et l'arabe, ou je pense le chinois, enfin, je pense des langues très difficiles, je pense que ça demande énormément de temps, et j'ai plusieurs amis qui sont obligés d'apprendre l'arabe, et justement, ça leur bouffe, mais pour beaucoup, tout leur temps, en fait, et ils ont du mal à avancer dans la thèse, ils y arriveront in fine, mais voilà, c'est quand même un sacrifice en termes de temps et d'énergie. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Et du coup, quand c'est comme ça, ce qui est pratique, c'est qu'on a des outils de traduction. Et justement, Pierre s'en est servi pour le jeu suivant. Je ne sais pas, je crois que vous êtes fan de musique. Moi, j'ai une vision comme ça où, Sophie, toi, t'aimes plutôt le son un peu métal, un peu hardcore. Les bruits blancs aussi. Les bruits blancs. Alors, j'en écoute très rarement des bruits blancs. Ça m'est arrivé pour ça va rester un maintenant. peu. Mais voilà, j'ai dû écouter en tout et pour tout 1h30 de bruits blancs dans toute ma vie. Et c'est toujours 1h30 de plus que moi. C'est toujours 1h30 de trop, peut-être aussi. Et Delphine, je ne connais pas tes goûts musicaux, mais en tout cas, Pierre va nous faire découvrir de nouveaux sons avec ce qui s'appelle des trouductions. C'est des traductions avec des trous. Donc Pierre, je te laisse nous rappeler les règles. C'est ça, le principe, c'est simplement de découvrir une chanson, enfin de me dire quelle est la chanson dont je parle, un ou une artiste. Ce sont toujours des chansons en lien avec l'histoire, la géographie, un événement, un personnage, un lieu, d'après les paroles qui ont été traduites plusieurs fois avec un moteur de recherche un petit peu défectueux, parce que je suis un peu facétieux. On a le droit de te couper, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Le principe, moi, je vais dire les paroles qui ont été traduites. À la fin, elles sont en français, mais la traduction est un peu bancale, quoi. Donc, c'est une traduction. Est-ce que vous arriverez à retrouver la chanson originale? Et donc, je vous propose, je me suis un petit peu inspiré de vos sujets de recherche, mais pas que. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez compris le principe du jeu? Toujours prêt. Faut juste retrouver la chanson ou l'artiste qui a composé ça. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, une déesse au sommet de la montagne, ça brûlait comme une flamme d'argent, le summum de la beauté et de l'amour, et le nom était Vendredi. Elle l'a eu, ouais bébé, elle l'a compris, eh bien je suis ta Vénus, je suis ton feu, ton désir, eh bien je suis ta Vénus, je suis ton feu, ton désir. C'est la chanson des années 70... Je crois qu'on touche au but, la, ouais. La la la, la. Oui. Voilà. On est pas mal. Un indice, c'est sur une divinité romaine qui s'appelle Vénus, qui a donné son nom à une planète.
C'est I'm Your Venus, ou un truc comme Tout ça. à fait, voilà, c'est la chanson Vénus qui est interprétée par le groupe Shocking Blue en l'occurrence. On écoute ça tout de suite. Oui bébé, il l'a, elle l'a eu, elle l'a compris. Eh bien, je suis ta Vénus, je suis ton feu, ton désir. Voilà. Donc c'était effectivement Shocking Blue qui a aussi été interprété par Bananarama dans les années 80. C'était un grand succès effectivement. Bien joué du coup Sophie pour cette première. Un point pour Sophie. Voilà. Je sais pas si on compte les points. T'as traduit ça comment alors ? Ça j'ai traduit en passant de l'anglais au latin, parce que Vénus, et relatin français, simplement. Ah tout simplement. Ouais. Voilà. Non mais c'était pas très compliqué. On a eu des grosses transformations ou pas tant que ça ? Il y en a quelques-unes. Non, ça va. Okay. Il y a et le nom était Vendredi, Vénus qui devient Vendredi, ce qui est assez étonnant, quoi. On passe à la suivante. Alors, c'est pour tous les habitants des petites villes, ces petits indigènes perdus que personne n'a râpé. Il n'y a aucun flux du tout. Ces petites villes qui sont perdues, que Camini. même la France, il ne sait pas qu'ils sont chez lui. Petite ville perdue inconnue, même Jean-Pierre Pernaut, je m'appelle Camini, et je ne viens pas de Tessy, je viens d'une petite ville qui s'appelle Marly-Gaumont. C'est bien joué pour Pierre. On écoute ça tout de suite. Ces petits patelins paumés. C'était au collège. C'était à l'époque du collège, non ? Vous connaissez pas ? Oui, donc c'est un grand hit des années 2006-2007. Je m'appelle Camini. Voilà, je m'appelle Camini, on l'entend. Même Jean-Pierre Pernaut ne connaît pas ces petits patelins, Marly-Gaumont, donc voilà. Vous avez jamais entendu parler de ça ? Il a même fait un film avec cette chanson. Il y a un film, ça je le connais, mais tu vois. C'est lui le réalisateur. D'accord, ça je connais, mais pas que. Je crois que c'est une des vidéos YouTube qui avait fait plus de vues à l'époque. Un énorme carton 2006-2007, c'est les tout débuts. Il n'a fait que ça. Et, voilà. Et qui est devenu par la suite scénariste, donc réalisateur du film, humoriste, chroniqueur de télévision, j'ai découvert ça. Producteur aussi de musique. Voilà. Bon, bref. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. C'était Camini, Marly-Gaumont. On passe à la suivante. Pardon, je vous ai pas dit les langues que j'ai utilisées. Je suis passé donc du français au swahili, au lingala et au français parce que c'est les langues de RDC, l'origine de Camini. Donc, voilà. On passe à la suivante. Écoute la batterie ce soir. Je n'ai entendu que des murmures feutrés. Enregistrement, vol à 12h30. Ses ailes éclairées par la lune pointent vers les étoiles qui me conduisent au salut. J'ai arrêté un vieil homme en chemin. J'espère retrouver de vieux mots oubliés ou de vieilles chansons. Il s'est tourné vers moi comme pour me dire « Dépêchez-vous, ce gamin vous attend. Il en faut beaucoup pour m'éloigner de toi. Il n'y a rien qu'une centaine de personnes ou plus puissent faire. Je bénis les pluies en Afrique. » Vous n'avez pas la référence, moi non plus. Je bénis les pluies en Afrique. C'est un classique intemporel. Nous allons prendre du temps pour faire quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Oh. Est-ce que le oh a été traduit c'est ho ho. Groupe de musique américain avec les frères Porcaro, un nom qui signifie universel, qui est à l'origine de blagues légèrement potaches. C'est toujours les paroles, ça, vous voyez pas puisqu'on n'est pas filmé, mais vraiment tout le monde a la bouche ouverte. Je bénis les pluies en Afrique, et alors la réponse, on écoute ça tout de suite. Ah mais si tu mets des sons en anglais, moi je ne sais pas parler anglais, c'est aussi l'autre problème. Et donc c'était la chanson Africa de Toto, évidemment. Je bénis les pluies en Afrique. Elles sont là, voilà. Vous connaissez cette chanson ? Non. Ah si, la mélodie, mais même pas. Tu connais pas ? Non mais moi ma culture populaire en musique elle est de degré zéro quoi. Donc voilà, c'était le groupe Toto. On passe à la chanson suivante. Pourquoi le bateau doit-il partir quand le soleil se lève à nouveau dans le ciel bleu, quand nous vivons à l'ère de l'engagement? Pourquoi faut-il qu'il soit temps de dire au revoir? Rose blanche de Corfou, rose blanche, chaque nuit je pense à toi, rose blanche de Corfou, ton parfum est si doux quand il commence à fleurir, mais je suis loin de toi. Les roses blanches de Corfou, Corfou en Grèce évidemment. Alors, on voilà. est bien embêtés. Voilà. On compte sur toi, Sophie. C'est une chanteuse grecque. C'est une chanteuse, une femme politique grecque. Mélina Mercouri. On s'approche. Elle était eurodéputée du parti La Nouvelle Démocratie entre 1994 et 1999. Ah, là, je vois beaucoup plus. J'ai appris ça. Je pensais que c'était juste une chanteuse. Et donc, t'as presque son nom, Sophie.
T'avais presque son nom. Oui. C'est donc Nana Mouskouri. Ah non, ok, alors ça n'a rien à voir. Ah, c'est en fait, quand j'ai dit Rita, je pensais à Nana. Moi, je me disais, il a traduit une chanson grecque. Ah non. Ok, parce que elle, c'était une chanteuse grecque qui est une figure, un trésor national grec en fait. Mais ok, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, voilà, exactement. Nana Mouskouri. Qui apparemment avait aussi été chanteuse de jazz. Nana Mouskouri. En fait, on la connaît pour les chansons un peu. Moi, je la connais pas. Et apparemment, c'est une très bonne chanteuse de jazz, mais je suis pas. Et Nana Mouskouri qui fête ses 90 ans ce 13 octobre, est toujours vivante. On écoute un petit extrait de Rose Bloch dans le Corfou. Rose blanche devant vous. C'est plus difficile. Hein. Ah ouais. Je peux pas mettre que du métal ou des bruits blancs. Hein. La dernière fois, on avait Marin Manzin qui était fan de Michel Sardou, c'était beaucoup plus simple. Il les reconnaissait dès la première ligne. On passe. Je vous ai pas dit la traduction. Je crois que je suis passé uniquement par le grec. Voilà, français, grec, français. J'ai fait un aller-retour pour Nana Mouskouri. On passe à la chanson suivante, qui est la dernière. Il n'ira pas plus loin. La nuit viendra bientôt, ils regardent de loin. Neige du Kilimandjaro, ils te feront une robe blanche où dormir. Ils te feront une robe blanche où tu peux dormir. Là, bientôt. Tu peux dormir. On écoute ça tout de suite. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra. Et c'est donc Pascal Danel. Qui nous a quittés cet été, j'étais malheureuse. Exactement, qui est un interprète-chanteur mort le 25 juillet 2024. Mais il a chanté quoi d'autre? Je t'avoue, je sais pas, mais ça, les neiges du Kilimandjaro. Moi j'ai écouté ça à beaucoup de moments avec des potes quand j'ai déposé ma thèse, pour ma soutenance de thèse, c'était le son de la soirée parce qu'on avait le droit de passer. C'était pendant le Covid en fait, on n'avait pas le droit de faire la fête et dans le bar où on était, ils avaient dit non, pas de musique et on a dit si, juste au moins ça là. Et du coup ils ont accepté de la passer un peu en boucle. Parce que j'étais sûr que vous alliez pas faire la fête avec. Et donc les neiges du Kilimandjaro qui feront un blanc manteau qui se transforme par une robe blanche. Enfin, c'est la traduction parce que là on est passé du français au swahili, à l'allemand et au français. Oh, magnifique. Et donc je veux les traductions s'il te plaît. Voilà, c'est disponible toujours sur Google Traduction, c'est facile. Voilà, du coup c'était le jeu des traductions, le jeu avec des chansons là inconnues en plus aujourd'hui. C'était plus ou moins facile selon les invités, selon les thématiques. Quoi de neuf docteur, l'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. On est toujours sur Quoi de neuf docteur, donc avec Sophie et Delphine, et toujours Pierre, hein, bien entendu. Et dernière question un peu fun fact, hein. Pour rappel, un fun fact c'est un élément fun qui fact, c'est un fun fact. Je vous pose la dernière question en 1997. D'une ville aux États-Unis, je peux vous dire laquelle, hein, c'est le Talkeetna. Et la ville est mécontente des candidats qui se présentaient à l'élection et donc certains habitants appellent à voter pour un animal. Un chat. Alors là tu viens de tuer mon timing puisque en effet j'ai tapé, pour être tout à fait honnête, fun fact chat puisque tu venais, et donc c'est un chat. Un chat. Tu connais l'anecdote? Non, pas spécialement, mais je me suis douté que tu allais sortir un truc sur les chats. Et... Voilà. Donc Sophie, les chats, forcément. Alors il a été élu. Alors j'y arrive, juste faut savoir que Sophie et ses chats font partie de mon environnement professionnel. Travaillant au secours catholique, des fois j'ai une collègue qui dit non mais je vais nourrir les chats de Sophie. Voilà. Et c'est un fun fact aussi. Donc voilà, je t'ai connu d'abord par tes chats avant de te connaître. Voilà. Les chats qui sont des célébrités, et tu sais comment elles s'appellent? Pas du tout. Alors là, je n'aime tu pas les es chats. passé, On a déjà eu le débat. à côté d'un fun fact parce que je suis donc dans l'histoire ancienne et la plus âgée des deux s'appelle Perséphone et la plus jeune s'appelle Iphigénie. Alors qu'elle pourrait percer poils. Voilà, alors ça c'est la blague évidemment que tout le monde fait, percer poils. Bon, Iphigénie, personne n'a trouvé. C'est compliqué, ouais. Voilà. Faut que je cherche. Ouais, tu vas trouver. Ouais, Bref, mécontents des candidats qui se présentaient à l'élection, certains habitants appellent donc pour voter pour ce chat tout roux, découvert abandonné dans une rue du village quelques jours avant. Oh. Les habitants avaient suivi le mouvement et massivement voté pour le félin. Mais oui. Il a été réélu jusqu'à sa mort. Mais bien sûr, c'était une solution. C'était quoi son programme? Parce que... en vérité, il n'a pas vraiment été maire, puisque ce n'était pas vraiment une commune, c'était plus un hameau, il n'y avait pas de conseil municipal. Mais quand même, à chaque fin de mandat, les habitants étaient très satisfaits du maire, puisqu'il n'augmentait pas les impôts et ne se mêlait pas au commerce. Est-ce qu'on ne pourrait pas élire un chat actuellement, peut-être? Ça aurait peut-être été une solution cet été. Est-ce que Michel Barnier n'est pas un chat, finalement? Puisqu'il a eu cette vie. Si on devait avoir un nouveau ministre,
Ce serait pas mal. Peut-être qu'il sera en effet mis de côté d'ici la diffusion de l'émission. La dernière fois, on blaguait sur la mort de Michel Sardou. Peut-être que là, on peut blaguer sur la mort de Michel Barnier. En tout cas. Bah non, mais Michel Barnier, on lui Il y a souhaite... un contexte politique en ce moment. Il y a eu une réunion à 15h. Aujourd'hui, on enregistre le 19 septembre. Il y a eu une réunion tout à l'heure à 15h. On ne sait pas ce qui s'est dit. Mais parce que Michel Sardou est mort? Non. Ah, ok. Je me suis dit, what? Mais on se disait, ce qui serait marrant, c'est qu'entre l'enregistrement, il n'était pas mort, et le moment où c'est diffusé, il soit mort. D'accord. Voilà, parce qu'on blaguait sur la mort d'Alain Delon, qui lui était mort juste avant. Voilà. Faut rappeler, c'est extrêmement drôle, la mort des gens. Enfin, non, mais effectivement. Donc, Michel Barnier, on lui souhaite de réussir, ou enfin de ne pas, enfin je sais pas. Mais Allez, on va pas lui souhaiter de mourir, quand même. Et donc, du coup, tu avais une question avec ça. Merci. Parce que t'étais sur l'histoire des chats. Alors, la question n'a pas de rapport entre les deux. Vraiment, c'était... Je voulais poser cette question, mais je trouvais pas le fun fact avec. C'est beaucoup plus sérieux, puisqu'en 2018, avant les rendez-vous de l'histoire à Blois, 440 historiennes font une tribune dans Le Monde pour indiquer « Mettons fin à la domination masculine en histoire ». Elle justifie notamment le fait qu'il y a beaucoup d'étudiantes en licence et que ce nombre va baisser jusque au poste de maîtresse de conférences, de professeur d'université ou même de docteur. 6 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement ? Oui, c'est 6 ans après. Est-ce qu'aujourd'hui la place des femmes dans le milieu de la recherche historique a changé ? Ou pas? C'est une question que je vous pose. Ça n'avait effectivement aucun lien avec Ça les chats. n'avait aucun lien. Faut préciser. Voilà, je vous ai dit, les questions sont parfois tirées par les cheveux entre les deux, mais C'est tiré voilà. par les poils des chats, quoi. On n'a pas forcément accès aux chiffres, en fait. Il nous faudrait des chiffres pour voir si ça évolue. Et après, c'est de la perception personnelle. C'est pas forcément... Là, c'est plus votre perception. Quelle est la place un peu des femmes alors, dans le monde de la moi, recherche ? j'ai un souvenir qui m'avait marqué. Alors, la proclamation de résultats de l'agrégation, qui est pas un moment très agréable. À mon époque, on allait dans l'amphi à la Sorbonne, et puis il y avait le président qui énumérait du début à la fin. C'est comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Voilà. Bon, Merci. moi j'essaie d'oublier parce que c'était un moment. Alors oui, voilà. Bon, quand ça se termine bien, on est plutôt content de le vivre, mais sur le moment c'est compliqué. Et au tout début, je crois, une membre du jury a pris la parole pour dire que au moment de l'admissibilité, il y avait à peu près moitié-moitié candidate femme, candidate homme. Et qu'à l'issue des épreuves d'admission, on n'était plus que 30% de femmes à avoir été admises. Et elle a posé la question. Alors, on peut avoir beaucoup d'interprétations, beaucoup d'explications, dire mais comment se fait-il que, alors que au bout des écrits, il n'y a aucune différence, comment se fait-il qu'après l'oral, on voit une telle différence? Effectivement, c'était une année, je crois, où le taux de féminisation du concours avait été un des plus faibles. Toi, Delphine, je sais pas. Sachant que tu as un parcours aussi un peu particulier, c'est-à-dire que dans nos invités, je pense que cette année, tu vas être la seule à être passée par l'école normale. Est-ce que déjà tu peux rappeler c'est quoi l'école normale ? Il y a 2 écoles normales supérieures en littérature. Enfin non, il y en a même plus, il y en a d'autres. Mais il y a celle de Lyon, il y a celle de Paris, rue d'Ulm. C'est une école à laquelle on accède vers l'âge de 20 ans, après donc à bac plus 2 ou bac plus 3, après en passage en CPGE, en classe préparatoire, aux grandes écoles, qui sont des classes prépa où on ne fait pas que de l'histoire, on fait de la philo, du grec ou du latin, lettres modernes, géo, histoire, voilà, etc. Et on passe un concours et alors à l'époque où moi j'ai tenté le concours et que j'ai pas eu, j'ai été prise sur dossier moi à l'ENS. Il y avait 75 heureux élus en lettres qui pouvaient être pris à Ulm. Et voilà. Et ensuite, on est quand on est pris sur concours, on est pendant 4 ans élève de cette école et on est payé. On a un statut de fonctionnaire stagiaire. D'accord, normalien du coup, c'est ça. Normalien, ouais. On est élève de l'ENS. On est logé, on a donc un salaire qui doit être autour des 1300 € à peu près. On cotise pour la retraite à partir de là, voilà. Et on a donc une scolarité qu'on suit à l'ENS et aussi en dehors, donc, parce qu'on a le cursus LMD, licence, master, doctorat à continuer dans des universités. Donc souvent ceux de Paris, ils vont à Paris 1, à Paris 4 ou sinon à Nanterre. Enfin, donc voilà. Et on poursuit sa scolarité en LMD tout en ayant
la scolarité à l'ENS avec beaucoup d'avantages. Et donc, quand on est étudiant, on a accès à ça, sauf les avantages pécuniaires et le logement. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, j'étais ni logée, je recevais pas de salaire. Après, j'ai eu beaucoup d'avantages. Le fait d'être dans une école reconnue, etc. Enfin, ça ouvrait déjà beaucoup de portes. Est-ce que, comme disait Sophie, plus sur le concours, est-ce que là aussi le concours va être un peu plus discriminant pour... Oui, on avait... Enfin, moi, je me souviens pas des chiffres, honnêtement, mais je me souviens qu'une prof nous en avait parlé en nous disant, mais c'est vrai qu'il y a peut-être même plus de filles qui arrivent aux admissibilités et au moment des oraux, les garçons repassent devant en termes de... Et comment on peut expliquer ça ? Enfin, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que, enfin, j'y crois vraiment que dès l'enfance, une fille n'apprend pas à se comporter en public comme un garçon. Elle a moins d'assurance. Okay. On s'excuse beaucoup plus. Du coup, on s'excuse d'exister ou en tout cas, on a peur de ce qu'on va pouvoir dire. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'assurance. Okay. C'est comme ça que je me l'explique. Non, et tu partages ton analyse et moi, je m'en suis rendu compte. C'est même une collègue en me relisant pour un article qui m'a fait remarquer que je n'ose pas affirmer ce que j'ai envie de dire et que j'avais beaucoup tendance à... Il est probable que, sans nul doute... Et elle m'a dit, mais dis-le, enfin, soit... Et on a eu cette discussion à ce moment-là, j'ai eu à nouveau cette discussion avec d'autres personnes, et je me suis un peu amusée à lire en me disant quand c'est un auteur ou une autrice. Et effectivement, on peut sentir parfois qu'il y a cette différence qui est complètement inconsciente. Mais où effectivement on ose moins parce qu'on voit bien que la prise de parole en public des femmes est toujours plus compliquée. Le retour sur cette prise de parole en public est toujours plus compliqué. Je disais t'es professeur au lycée, mais tu donnes aussi des cours à la faculté. Est-ce que du coup vous le sentez aujourd'hui par rapport à vos collègues ? Toi Delphine, tu es la seule femme des historiens contemporanistes à Nancy, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Enfin, en titulaire, oui. D'ailleurs, oui. Oui. Est-ce que je le ressens par mes collègues ? Honnêtement, non. Enfin, je dis pas ça parce qu'ils pourraient m'entendre. Depuis que je suis arrivée, je trouve que justement, on laisse la parole. Moi, on m'a vraiment mise en confiance dès mon arrivée et par rapport à ça, c'était bien. Je pensais que tu allais poser la question par rapport aux étudiants, si on le sent en tant qu'enseignant. Alors, moi, par rapport à mes collègues à l'université, absolument pas. Enfin, je sens pas... Il n'y a pas de différence de fait dans l'équipe de l'histoire ancienne. En plus, on est quand même quasiment à 50-50. Donc là-dessus... Est-ce qu'il y a une répartition différente, selon vous, par les périodes historiques ou... Parce que l'histoire contemporaine, vu comment on fait la guerre, on parle un peu plus... par les sujets peut-être, mais je suis même pas sûre. C'est des vraies questions, j'ai pas du tout la réponse. Parce que je connais des femmes qui travaillent sur la guerre aussi. Ouais. Je dirais que quand même il y a plus de femmes qui travaillent sur des questions du genre histoire des femmes, histoire du genre. Quand j'y pense, mais sinon, oui, c'est difficile à dire. Ouais. Je me suis rendu compte que moi, les historiennes, les travaux sur lesquels je m'appuie beaucoup sont beaucoup des travaux d'historiennes. Et je sais pas si c'est, je sais pas si c'est moi qui me suis biaisée, mais je pense pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé, par exemple, sur l'histoire de l'exploration. Ok. Après, en histoire de l'enfance, les hommes aussi. Il y a beaucoup de femmes, on a relativement peu d'hommes qui investissent ce sujet et on a envie de leur dire, mais venez travailler sur l'enfance parce que c'est pas un sujet réservé aux femmes. Justement, on a besoin en fait à un moment que ce sujet quitte la sphère féminine. Bon, il y a des collègues historiens qui s'y aventurent, mais pas tant que ça. On se posait la question par rapport aux étudiants, par rapport aux lycéens. Moi, je l'ai beaucoup senti au début. Moi, j'ai commencé, j'ai eu mon poste toute jeune au lycée tout de suite. Quand j'ai eu première année au collège, j'étais quand même... Ils sont tout petits, donc il y a une différence. Au lycée, t'avais tendance à vouloir un peu moins la faire. Donc il y a eu des moments où j'ai senti avec certains élèves que on me remettait plus facilement en question. Alors, confiance sur le savoir, sur la profondeur du savoir. Je pense que Delphine l'a peut-être aussi vécu, ce que j'ai pas mal vécu. Alors, pas trop de la part des élèves parce qu'en fait il suffit de remettre les choses au clair avec eux et puis dire et c'était inconscient de leur part et on a discuté et puis et c'était clair. Après il y a eu des questions mais qui étaient toujours pertinentes et intéressantes. En revanche, ce que j'ai beaucoup et ce qui m'arrive encore régulièrement, c'est ce qu'on appelle la m'explication, où des gens vont m'expliquer le grec ancien. Souvent ces gens ce sont souvent des messieurs, où on m'explique que non, l'Orient n'a jamais été grec, voyons, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et là, je me dis, en fait, tu sais... Et puis, je suis obligée de sortir mon argument, tu sais, j'ai fait une
thèse sur le monde grec, donc je connais 2-3 trucs, je pense, et là on me dit mais tu ramènes tout à tes diplômes, mais voilà, et j'ai eu quelques interactions pas hyper agréables, pas avec des personnes que je croise régulièrement et pas voilà, mon cercle d'amis, pas du tout. Oui, ils se reconnaîtront. Pas du tout avec mon cercle d'amis, pas vraiment avec les collègues, voilà. Mais c'est ça que j'ai le plus désagréable, on va dire. Et du coup, toi, sur les étudiants, oui, parce Delphine, que moi, en fait, à vrai dire, je pense que je suis assez chanceuse. J'ai pas l'impression d'avoir tant vécu ça. Le coup de jeune et un peu, la prof, elle est jeune. En plus, moi, on me dit souvent qu'en plus, je fais plus jeune que mon âge. Du coup, je pense que parfois, il y a encore maintenant des étudiants qui me voient débarquer, qui se disent. C'est vraiment elle la prof là qui va nous apprendre des choses. Jeune, ouais. Mais peut-être plus maintenant, mais voilà, je me souviens que quand je suis arrivée pour mon premier cours, donc en 2017, les étudiants ils m'ont regardé, ils y croyaient pas quoi. Enfin, donc, mais le côté femme, j'en ai pas trop pâti, et ce que tu dis, la m'explication. Finalement, je pense que j'ai toujours réussi à contourner le truc et à pas vraiment le ressentir, peut-être parce que justement j'ai envie d'être au-delà de tout ça, et du coup je sais pas, je fais pas attention ou je m'y attarde pas, je sais pas, c'est peut-être une stratégie d'évitement de ma part. Moi, ce que je voulais dire, je pensais que t'allais me demander si je voyais ça chez les étudiantes. Alors là, ça par contre totalement. C'est-à-dire quand je demande en TD par exemple à des étudiants que je pose une question, c'est surtout les garçons qui vont tout de suite prendre la parole, etc. Et j'y pense, bien sûr, et en fait c'est difficile dans une classe où il y a 30, 40, 50 étudiants face à toi, t'essayes de les faire interagir, de les faire participer, pardon. Donc déjà, quand il y en a qui ne participent pas, tu te raccroches à ceux qui parlent, et souvent ce sont des garçons, et je le fais pas assez, mais j'essaye de plus en plus. Et cette fameuse tribune dont tu avais parlé, moi je l'avais lu, je l'ai même signée à vrai dire. Okay. Dedans il y avait notamment quelque chose qui disait il faut aider les étudiantes à prendre davantage la parole, les mettre en assurance en fait. Et j'essaye de les tirer. Pas assez, je pense, mais c'est quelque chose que j'ai en tête parfois. Lors de la... Pardon. Non, oui, effectivement, et Delphine, elle a tout à fait raison, et c'est ce qu'il faut qu'on essaie de faire, et ce qu'on essaie aussi de faire alors dans le secondaire, ce qu'on essaie de faire en TD. Des fois, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat et dire, mais attendez, là... je remarque que ce sont beaucoup les étudiants qui parlent. Je préfère dire les choses en fait. C'est parce que vous n'avez pas envie de parler. Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas? Et puis souvent à ce moment-là, on sent qu'il y a des étudiantes qui osent parler. Et souvent, ce que je remarque chez elles, c'est qu'il y a un échange de regards. Elles savent, elles me regardent. Des fois, elles chuchotent la réponse. Et donc là, je leur dis prenez la parole, et je veux pas non plus les forcer parce que c'est pas agréable. En plus, la prise de parole en cours, c'est compliqué. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est aussi de montrer qu'on est dans un espace où il y aura pas de jugement et que ce sera pas toléré. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on montre que dans la salle de classe, c'est ce qu'on appellerait en anglais un safe place, un endroit où tout le monde est en sécurité, où on a le droit de parler, on a le droit de se tromper. Ça aussi, j'essaye aussi. Pas toujours assez bien, mais de jamais me moquer ou de faire quand un élève ou un étudiant donne une mauvaise réponse. Il faut toujours encourager, c'est pas facile. Et je pense qu'il faut être encore plus vigilant effectivement par rapport à la prise de parole des étudiantes qui ont tendance à moins parler, mais voilà, et c'est sociétal en fait. Bien sûr. Assez rapidement, avant de passer aux anecdotes insolites, la dernière émission, il y avait Pierre Tousneau qui nous expliquait qu'il avait ressenti un syndrome de l'imposteur par rapport à ses origines sociales, c'est-à-dire qu'il était fils d'ouvrier, du coup il se sentait pas forcément à sa place quand il allait à des colloques, quand il allait à des réunions de laboratoire ou autre. Est-ce qu'en tant que femme, on ressent encore plus fort ce syndrome de l'imposteur, ou l'impostrice, l'imposteureux, alors je sais pas, ça se féminise, l'imposteuse, de l'imposture. Comment vous imposturez? De l'impostale. Moi, encore une fois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon éducation, dans mon entrée dans le monde universitaire. Ma directrice de thèse était une directrice de thèse qui était une des premières, qui est une des signataires initiales de cette tribune, extrêmement attentive à ça. C'est Hélène Blais. Elle m'a mise dans un safe place en termes de réseau, pour reprendre ce terme, ce qui faisait que je me suis jamais trop posé de questions par rapport au genre. Donc, mais parce que je pense que j'ai eu de la chance en fait, où on m'a dit juste de pas m'en soucier et de considérer que c'était pas un problème. Ok.
Toi, Sophie, assez rapidement. Non, moi je n'ai pas l'impression. Alors peut-être aussi parce que je suis très consciente de toutes ces questions-là et en tout cas, j'essaie de l'être de plus en plus. Après, le syndrome de l'imposteur, tant qu'il vous empêche pas d'avancer, c'est toujours bien de savoir se remettre en question. Et c'est le travail du chercheur, en fait, de toujours se demander si, mais est-ce que ce que je dis est intéressant, qu'est-ce que j'apporte, pourquoi je le dis aussi, d'où je le dis. Donc, syndrome de l'imposteur, je pense qu'on passe un peu toutes et tous par là, mais il faut qu'il reste constructif. C'est comme le stress et voilà, mais personnellement, je me suis jamais sentie pas à ma place parce que j'étais une femme. Mais par contre, je pense que nos deux cas ne veulent pas dire que ça n'existe pas. Exactement. C'est pas du tout pour. Non, mais je vous posais la question. Ma question n'était pas non plus de dire parce que vous êtes une femme, il y a un syndrome de l'imposteur. Voilà, c'était plus de dire, c'était une vraie question. Mais pareil, moi j'étais dans un cadre pendant ma thèse avec un directeur extraordinaire qui m'a soutenue. Voilà, moi, petit cas particulier. Qui était venu pour notre podcast festival Parents de Peuple il y a un an. Exactement. Et bon, moi, il m'est arrivé quelque chose en tout début de thèse. J'ai commencé ma thèse en étant enceinte. Donc on aurait très bien pu se dire, bon, allez, elle va biberonner. Et en fait, j'ai été soutenue, mais de manière extraordinaire par mon directeur. Par tous mes collègues du laboratoire autrefois Iskantema qui est maintenant le laboratoire Sama. Voilà, et je sais que je leur dois d'avoir réussi à tout mener de front. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Alors, je vous propose, puisqu'on est toujours sur Quoi de neuf, docteur, diffusé sur RCF et sur les podcasts avec Sophie Laribie-Glodel et Delphine Froment et toujours Pierre Antoine à la régie. Si jamais vous nous écoutez d'un coup là dimanche soir avec un verre de vin, bienvenue. Avec modération toujours. À chaque fin d'émission, on demande à nos invités de prévoir une anecdote. Une anecdote ou une anecdote? Une anecdote. Une anecdote, j'avais noté une en plus. Ouais. Une anecdote insolite sur leur sujet ou sur votre recherche. L'idée est d'approfondir le sujet par aussi le fun fact. Je sais pas qui souhaite commencer. Moi, j'ai pas d'anecdote. Eh ben, moi non plus, du coup, c'est à vous. Ah mince, mais moi, je pensais que c'était aussi dans le cadre de la thèse, le fun fact. Ah, je suis dans le cadre de la thèse. La dernière fois, Marin nous a expliqué un voyage en Corse qui était merveilleux. D'accord. Voilà, n'hésite pas à faire des accents aussi. Si tu sais limiter l'accent corse. Non, ça, je sais pas faire. Non, moi, j'ai écrit ma thèse pendant l'été 2021, notamment. Dernier mois de rédaction, c'était d'ailleurs un peu sportif parce que je venais de me faire opérer du ligament croisé du genou. Et donc, j'ai été transportée par ma thèse vers l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, pendant le confinement aussi. Les contraintes sanitaires. Voilà, mais j'ai voyagé grâce à mes sources qui me parlaient de Zanzibar et le soleil, etc. Et bref, cet été-là, il y avait Thomas Pesquet qui était dans l'ISS et qui nous bombardait de photos sur les réseaux sociaux de tout ce qu'il voyait. Tout à fait. Et on l'embrasse. Voilà, absolument. Merci Thomas, parce que tu m'as fait voyager et surtout tu as exaucé mon vœu. C'est-à-dire que je lui ai écrit sur Facebook, sur Messenger, je lui ai dit bonjour. Enfin, j'ai vraiment fait un message bien senti, bien formulé, enfin avec tout qui devait apparaître tout de suite pour qu'il perde pas de temps s'il tombait dessus. Je dis en fait avec des grosses majuscules. Bonjour Thomas. Ouais. Non mais genre en fait j'ai mis objet photo Kilimandjaro SVP et j'ai dit en fait je suis en train de finir ma thèse sur le Kilimandjaro. J'aimerais vraiment beaucoup voir une photo du Kilimandjaro. Je sais que vous en avez posté une en 2016 lors du premier séjour en ISS. Est-ce que vous pourriez le faire? Il m'a pas répondu. Honnêtement, j'en sais rien s'il m'a lu. Mais le jour où j'ai déposé ma thèse, coïncidence incroyable, il y avait une étoile dans le ciel qui me regardait. Il y a eu la photo qui est arrivée sur Facebook de Thomas Pesquet pour le vendredi volcan Kilimandjaro. C'était son thème, vendredi volcan, et boum, Kilimandjaro, le jour où je dépose ma thèse. C'était trop bien. Et ça aurait pu être ton illustration de thèse, c'est dommage, oui, à quelques jours près. Exactement. Toi, je sais pas, Sophie, si t'as une anecdote insolite, soit sur ta recherche, soit sur tes résultats. C'est pas tant sur ma recherche en elle-même que sur la thèse. Alors,
voilà, c'est pas aussi chouette que Thomas Pesquet, mais quoique personnellement ça l'est, mais en fait on dit souvent que la thèse c'est un travail solitaire. Vous disiez que par exemple on travaille seul. Vous disiez tout à l'heure que nos sujets avaient rien à voir, Delphine et moi, mais en fait il y a quelque chose qui se crée, il y a un compagnonnage en fait. Pour la blague, hein, pour le. Je sais, mais je rebondis dessus parce que ça va dans le sens de ce que je voulais dire. Donc il y a un compagnonnage qui se crée et voilà, et je me suis fait en fait une quantité d'amis pendant ma thèse et après, puisqu'on va pas cacher longtemps qu'on est très bonnes copines avec Delphine, je pense que ça s'est entendu. Mais en fait, figurez-vous que pendant ma thèse, j'ai rencontré ma jumelle. Ah. Donc j'allais régulièrement à Athènes, à l'école française d'Athènes, hein, pour travailler en bibliothèque et pour me rendre sur les sites et dans les réserves des musées. Et puis il y a eu un repas entre boursiers, hôtes de l'école, et il y avait une jeune femme en face de moi qui me demande d'où je viens et parlait des montagnes vosgiennes. Et c'est vrai, alors syndrome de l'imposteur, je ne sais pas, mais j'ai tendance à dire que je viens de Nancy, ce qui est plus simple, surtout avec les collègues étrangers, voilà, qui connaissent pas forcément. Du petit Grégory aussi. Voilà, donc je lui dis, je viens de Nancy, enfin d'une ville pas loin de Nancy. Elle me dit, ah bon, mais quelle ville? Et là je lui dis, bah écoute, je pense que personne ici connaît, je suis originaire d'Épinal. Et là elle me dit, ah donc c'est une italienne, Valentina, si tu m'écoutes, c'est une de mes meilleures amies maintenant. Et elle me dit, ah, avec son accent italien magnifique, mais je connais. Nous sommes jumelles. Et effectivement, elle est originaire, donc elle disait qu'elle venait de Turin, en fait elle vient pas vraiment de Turin, elle est originaire de la petite ville de Chieri, qui est effectivement près de Turin, et la ville jumelle d'Épinal. Et il se trouve qu'on travaillait toutes les deux sur des sanctuaires d'Artémis. En fait, on a travaillé sur les mêmes sanctuaires, mais de deux points de vue complètement différents. Et à partir de là, voilà. Et j'ai rencontré donc ma jumelle de thèse, et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, même si elle est blonde aux yeux bleus et moi brune aux yeux bruns, et que physiquement, ce serait peut-être plus moi qui passerais pour italienne et elle pour vosgienne. Mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, et j'ai fait encore bien d'autres rencontres, et je vais pas pouvoir énumérer tout le monde. Mais c'est pas l'anecdote insolite, mais la thèse c'est aussi ce bon moment et ce compagnonnage. C'était mon directeur de thèse qui avait employé ce terme, et c'est exactement ça. On voyage, on rencontre des gens, et ça fait un peu, mais on se rencontre en fait aussi, et en discutant avec les autres, en discutant de ces sujets, et c'est pour ça que c'est assez extraordinaire tout votre travail de faire se rencontrer même des post-docteurs, parce qu'on a encore énormément de choses à se dire. Et voilà, donc merci beaucoup. La vie finalement, c'est avant tout des rencontres. Merci. Voilà. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Moi, je rebondis là-dessus. Donc, j'ai fait une thèse sur le Liban. J'avais été au Liban et j'avais un directeur en France. Je suis un nouvel grand homme, et j'avais un directeur au Liban qui était prêtre aussi. Enfin, c'était tout autre. Et il m'avait dit, on va aller se balader dans le Chouf. C'est la montagne libanaise. Le Chouf, et il y avait un colloque en même temps de linguiste, puisqu'il était prof de linguiste aussi. Il avait dit, on s'arrêtera à midi, manger dans un couvent. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà mangé libanais. Bien sûr. Mais au Liban, on mange des mezzés. Oui. Donc on arrive, une table gigantesque de couvent, remplie de mezzés. Ayant faim, naturellement, je mange beaucoup. Je mange du houmous, je mange caviar d'aubergine, etc. Qu'est-ce qui arrive? Ils vident la table, et en fait, ils la remplissent d'autres mezzés, mais chauds. Parce que c'était que les mezzés froids. Et là, on était obligé de remanger. C'était une souffrance terrible qui m'a conduit à des voyages interminables vers d'autres Vers lieux. l'hôpital. Non, pas du tout. Et surtout, après, on a remangé à 18h. Donc voilà, c'est aussi ça la vie de chercheur, c'est qu'on mange énormément. Dans les colocs. Non, pas toi, de les colocs. Ouais. Moi, j'avais été pareil en coloc en Tunisie. C'était une folie, quoi. Le couscous tous les midis. Ça, c'était la blague quand j'étais à Athènes, c'est que moi, j'oubliais de manger, en fait, parce que j'étais à la bibliothèque et j'oubliais. En revanche, à la Fondation Art, on a le repas du midi, il y a une cloche qui sonne. Ah, il faut y aller. Pour nous appeler et c'est extraordinaire, vraiment. Mais si vous êtes antiquisant. Mais ton histoire, là, ça me rappelle que j'ai failli mourir en fait en Afrique de l'Est en mangeant. C'est vrai que t'as dû oublier ça. Petite anecdote insolite. Non, mais toi t'as failli mourir de trop manger. Moi j'ai failli mourir d'avoir mangé une vieille salade de pâtes achetée sous plastique, sous vide à Dar es Salaam. Et on a cru que j'avais le choléra ou le typhus. Bon, finalement c'était pas si grave que ça, mais j'ai quand même été assez mal pendant 5 jours.
jour. C'était pas mal. C'était au moment où la France était en train de gagner la Coupe du Monde, donc j'étais bien contente quand c'était fini et que la France a gagné. C'était à peu près à ce moment-là que j'étais enfin guérie et j'ai pu faire la fête. C'est Kylian Mbappé. Dernier point avant la conclusion, l'émission étant diffusée les 13 et 20 octobre, est-ce que d'ici là vous avez, enfin après cette date-là, il y a des actualités scientifiques, on peut vous lire, vous retrouver, des colloques, des conférences, des articles que vous sortez, des choses? Vous avez le droit de dire non. Moi, normalement, j'ai un article qui est censé, un chapitre article qui est censé être sorti, mais ou qui va sortir sur absolument pas l'enfance, parce que c'est sur les langues anciennes chez Lovecraft. Donc l'article doit sortir, ou est peut-être déjà sorti. Et puis d'autres, mais qui vont sortir après le 20 octobre. Moi, je vous avoue, là, j'ai plus mes publications en tête. Je crois que je vais avoir des choses qui vont sortir, un truc dans Science et Avenir, d'ailleurs, sur les neiges du Kilimandjaro. Mais je sais pas exactement quand. L'article a été rendu début juillet. Et puis, je crois qu'il va y avoir des choses, qui devraient paraître bientôt. Mais vos ouvrages, dans l'idée, c'est pour quand la date de publication? Peut-être que vous la connaissez pas encore. C'est la question qui fâche. Non, on la connaît pas. C'est la question qui fâche. Je suis désolé. Non, il faut que je le rende, c'est tout. Moi, ça a été rendu il y a 10 jours. Donc là, c'est en double expertise. En janvier, on va me dire si... En janvier. Si oui ou non, c'est accepté. Comme on est venu me chercher, on m'a dit que a priori, ça devrait pas poser de soucis, donc j'espère ne pas me jinxer. Mais normalement, c'est plutôt 2026, horizon 2026, avec un bon travail d'édition dessus. En tout cas, si ce projet aboutit, je serais très contente de ça, quoi. Très bien. Concernant Histoire d'en parler, pas beaucoup d'informations pour l'instant sur les actualités sur Nancy et la Meurthe-et-Moselle. Il y aura normalement un ciné-débat au Ciné-Palace à Épinal, soit le 3, soit le 6 décembre, on ne sait pas trop, sur Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, avec potentiellement Théo Georget, donc jeune docteur aussi. Et on commencera une série de cafés-débats tous les deuxièmes mardis du mois à Épinal au tiers-lieu 3e Rive, qui s'appellera Images d'Épinal, pour déconstruire justement des images d'Épinal. Des préjugés un peu sur l'histoire, des représentations, et puis c'est collectivement essayer de réfléchir en intelligence, en se disant comment on peut mieux progresser. Le titre du premier café-débat, on va pas le dire ici sur RCF, mais il parle de sexualité et d'église. Voilà, on n'en dira pas plus. De l'église primitive des premiers siècles, quoi. Et ça parle de Saint-Nicolas aussi. Voilà, c'est un ensemble. Et sinon, de manière générale, l'association Histoire d'en parler, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Histoire d'en parler. On a un site aussi avec des contenus, avec des articles. Voilà, n'hésitez pas. Aussi, si vous voulez participer vous-même et proposer des articles, nous, on est évidemment ravis d'avoir n'importe quelle contribution pour rendre accessible l'histoire et la géographie. C'est le principe de l'association, quoi. C'était une parole de président, mais une parole de trésorier aussi que je ne suis pas. Vous pouvez toujours adhérer à partir d'€1 pour soutenir le projet moralement et économiquement. Merci à vous trois, merci à toi Delphine, merci à Sophie, merci à Pierre, merci à Antoine aussi en régie et au montage. On se retrouve le dimanche 17 novembre avec l'auteur de BD Coco Pello qui a écrit notamment Palais Bourbon et la Tour de Babel, mais aussi Manon Delio, vice-présidente de la commission sport et jeunesse à la région Grand Est, mais surtout ancienne étudiante en histoire que tu as peut-être eu, Sophie, je ne sais pas. Peut-être. C'est le mystère de la fin d'émission. À partir de Merci 2013, beaucoup. Peut-être. Bon dimanche soir ou bonne soirée pour si vous nous écoutez en podcast, et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire.